il n'y a rien qui peut te limiter. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de réaliser ce que tu as en toi parce qu'on a tous quelque chose en nous. Les gens se disent « Ah, Yasmine la folle. Ah, mais qui peut penser à faire ça même? Genre, mais comment même ?» Yasmine a parcouru 1600 km à vélo. Ça n'a jamais été quelque chose que je me suis dit vraiment que j'étais capable de faire en vrai. Genre, je voyais, j'admirais, j'aimais, mais je ne m'étais jamais forcément visualisée en train de le faire. Si on avait plus de pistes cyclables, si on avait plus de moyens qui permettaient à des jeunes d'explorer un peu plus l'Afrique, peut-être qu'ils allaient moins aller dans l'autre sens, par la mer, sacrifier leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yasmine, jeune leader passionnée par le plaidoyer et l'engagement des jeunes. Son parcours mêle développement, communication et action citoyenne, toujours avec une énergie contagieuse et une foi inébranlable en la jeunesse africaine. Première femme d'Afrique de l'Ouest à réaliser des expéditions interpays à vélo, elle pédale pour l'éducation, la santé des femmes et le leadership des jeunes pour une Afrique audacieuse et en mouvement. De l'UNICEF à Expertise France, en passant par le Mandela Washington Fellowship, Yasmine incarne l'engagement sous toutes ses formes. Aujourd'hui, elle nous parle de conviction, de courage et de kilomètres parcourus au service des autres. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Hello Yasmine. Hi Edith. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis très contente de te recevoir. Ah ouais. Et moi je suis une fan. Hein. Tu sais que je te fanise toujours. Je sais pas comment on dit ça. Non, en tout cas, c'est un plaisir parce que depuis qu'on devait le faire, on a eu quelques rendez-vous manqués. Oui. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Yes. Et pourquoi? Parce que tu as des choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et moi, je suis contente parce que je suis avec vous, mes très chers abonnés, mes fidèles abonnés, vous qui êtes présents chaque dimanche, qui ne ratez aucun épisode, aucun nouvel épisode donc, du podcast Des choses à dire. Et je suis toujours très contente de vous ramener un invité d'exception qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir, que vous n'avez pas l'habitude peut-être de voir et qui vient parler de son parcours, de son expérience, de son vécu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer tout de suite sur la cloche de notification pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. Alors, Yasmine, oui, tu as parcouru à vélo la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. Yes. Comment on décide de se lancer en tant que jeune femme, un défi pareil, de parcourir à vélo? C'est combien de kilomètres au total? Ça fait à peu près 1600 kilomètres. Yasmine a parcouru 1600 kilomètres à vélo de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Moi-même déjà, parcouru 200 mètres à vélo. J'ai mal aux cuisses. Imaginez elle. Oui. Donc franchement, bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je voyais dans les commentaires certains hommes, bien sûr, tu les connais. Hein. Oui, mais non, c'est pas vrai. On n'a rien à faire. Voilà, exactement. Ouais, ils projettent leur peur sur toi, en fait, parce qu'ils ne se sentent pas capables de faire la même chose. Et franchement, chapeau, félicitations, bravo pour ce périple, pour ce challenge que tu as relevé. Aujourd'hui, comment tu te sens et comment tu fais le bilan? Aïe, 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 on entre déjà. Hein. Ah oui, directement dans le là. Alors, c'est un sentiment mixte, mitigé. Mais déjà, c'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté d'avoir réalisé ça. Parce que ça n'a pas été évident de décider de laisser mon travail, prendre une année sabbatique et puis faire ce projet, lancer ce projet. Donc, quand je dis ça n'a pas été évident... Déjà, quand on a mon âge, j'ai eu 35 ans il y a quelques semaines. Elle est jeune, 35 ans. Oula, félicitations et puis bon anniversaire. Merci. Mais voilà, déjà à cet âge-là, être aîné de famille, il y a des attentes. Donc, même si tes parents ne te mettent pas la pression, tu sais que tu dois quand même avoir un certain niveau. Surtout, tes parents ont sacrifié beaucoup de choses pour que tu sois où tu sois. Enfin, je suis allée à l'école par leurs investissements. Et aujourd'hui, c'est un peu le moment, si tu veux, de payer un peu en retour et sacrifier cette année-là pour faire ce en quoi je crois. Ça a été un choix très difficile. Si je me mets, tu vois, dans cette réalité-là, je ne l'ignore pas et je me dis, Yasmine, tu dois pourvoir, tu dois, tes responsabilités de famille.
Mais j'ai pu faire comprendre à mes parents que je le fais par conviction. Et si je ne le faisais pas, c'était comme me trahir moi-même parce que, voilà, on aura le temps de plonger dedans. Donc, à la fin de ça, ne pas arriver en Afrique du Sud, vu que c'est là que je partais. C'est ça. L'objectif, en fait, pour Yasmine, c'était donc de faire la Côte d'Ivoire et jusqu'en Afrique du Sud, aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Donc, c'était l'objectif initial. Et l'itinéraire, on va dire, a dû être recalculé à un moment donné. Donc, je me suis sentie déjà un peu découragée en mode « Ah, mais faut que tu reviennes, tu n'es pas encore arrivé. » Est-ce que ça laisse un message qui dit tu ne peux pas, tu dis que tu es illimité, voilà, on est sans limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis finalement, il y a quelque chose qui t'empêche de partir, même si c'est vrai que c'est indépendant de ta volonté. Mais est-ce que ça fausse pas ton message quelque part? Donc, j'étais un peu troublée, mais à la fois fière de ce que j'avais réalisé. J'étais consciemment en train de me dire, Yasmine, il faut être fière de ce que tu as fait, parce que c'est pas petit, faut le réaliser. C'est pas donné à tout le monde. Oui, bon, moi, je pense que si, hein, mais... non, mais même faire le tour de la Côte d'Ivoire à vélo, c'est pas donné à tout le monde. Oui, non, c'est vrai. Et puis, donc voilà, je suis fière de moi. J'ai hâte d'être sur la route encore. Mais je prends ce temps de pause-là. Donc, parce qu'en fait, mon père est tombé malade, j'ai dû revenir. Oui. Donc, ça revient encore à la même situation. Hein. Tu es aîné de famille. C'est pas comme si j'étais sur la route en train de faire une mission de Jack Bauer qui va sauver la planète de quelque chose. Donc, je me suis dit, mais Yasmine, attends, si quelque chose se passe mal, tu auras ça sur la conscience. Et ça mentalement, je ne pouvais pas faire autre chose que revenir. Donc, j'étais en paix avec ça. Je suis en paix d'être là où on a besoin de moi, plus que tout. Et je savoure ces instants-là. Donc voilà, un peu de fierté, un peu de mélancolie, mais beaucoup de fierté. Ouais, mais nous, on est fiers de toi. On est très fiers de toi, de ce que tu as accompli. Déjà pour toi, mais aussi pour le pays, parce que c'est l'image aussi du pays que tu as représenté en traversant ces différentes frontières jusqu'au Nigeria. Et comme je te le demandais tout à l'heure, comment l'idée comme ça a germé? Tu es là, tu es couché comme ça. D'autres jeunes dames de ton âge pensent à autre chose. Et puis Yasmine, elle se dit, oui, moi, je vais parcourir à vélo la Côte d'Ivoire. Je vais faire la Côte d'Ivoire jusqu'en Afrique du Sud à vélo, par la force de mes pieds. Yes. Comment tu décides ça? Pourquoi? Alors, déjà, il faut dire que moi, je suis quelqu'un qui aime bien sortir des sentiers battus. Ça fait de moi quelqu'un d'assez quand même créative. Et puis, donc, j'aime l'innovation. Et dans mon travail, vu que j'ai travaillé dans le développement international, ma question est toujours, mais comment on peut faire un peu mieux ce qu'on fait déjà? Comment on peut arriver à... Oui, on se bat contre la pauvreté, arriver à éliminer la pauvreté. Mais comment on le fait avec des moyens qui sortent de l'ordinaire, qui impliquent les personnes qui sont concernées? Donc, je suis souvent dans cette constante réflexion quand j'ai un objectif, de me dire, mais quel est le meilleur moyen de faire? Quel est le moyen qui va sortir de l'ordinaire, qui va être parlant et puis aller aussi à la rencontre des populations? Donc, déjà, mon introduction avec le voyage à vélo, pour moi, je voyais sur les réseaux, sur Facebook, j'étais dans un groupe de voyageurs à vélo et je voyais c'était essentiellement des Occidentaux qui racontaient leur voyage et ça n'a jamais été quelque chose que je me suis dit vraiment que j'étais capable de faire en vrai. Genre, je voyais, j'admirais, j'aimais, mais je ne m'étais jamais forcément visualisée en train de le faire. Jusqu'à ce que je rencontre une amie à moi, aujourd'hui, elle est canadienne d'origine. Okay. Et on s'est rencontrés comment? Pendant Covid 2020, là. Elle était en Côte d'Ivoire, elle venait d'arriver. Elle avait voyagé à vélo du Maroc jusqu'en Côte d'Ivoire. Wow. Et on s'est rencontrés comme ça, là où je travaillais. Et parce que j'étais en train d'inviter des gens à mon club de vélo et tout ça. Donc, on me présente Mélissa. Et la première question qui me vient, moi, je ne me dis pas tout de suite, c'est impossible. Parce que je suis en mode, ah, mais elle n'a pas rencontré de problèmes sur la route. C'est ça. Avec tout ce qu'on sait, qu'on entend, tout voilà. Ça. Oui. Donc, moi, ma question, c'est direct ça. C'est, mais est-ce que tu n'as pas rencontré des... Est-ce que je peux dire djihadistes? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Donc, ma question tout de suite, c'était, mais est-ce que tu n'as pas rencontré des djihadistes sur la route? Et elle me dit, non, tout était bien, mais voilà ce qui était difficile, voici, elle me raconte. Et puis surtout pour une femme, et puis... voilà. Donc, moi, j'étais épatée. J'étais en mode, mais c'est trop stylé, quoi. Ouais. Et puis, ça fait que j'organise mon premier voyage à vélo en 2021. Et là, je décide d'aller dans le village de ma maman. C'est où? À Fresco. OK. C'est dans le
C'est ça, sud-ouest, c'est ça. Donc, c'est le message que je voulais porter aussi, c'est-à-dire à ma tante, parce que je suis quelqu'un aussi qui puise beaucoup d'inspiration. J'essaie de me renforcer par mon histoire. Donc, il y a ma tante qui a scolarisé ma mère. Elles étaient orphelines tout ensemble là-bas et elle qui était beaucoup plus âgée, qui avait été la seule fille à l'époque de son village, qui avait été scolarisée par son père et que son père qui lui disait « Tu dois travailler pour tes sœurs ». Enfin bref, donc elle a honoré la promesse. Donc c'est elle qui a scolarisé ma mère et aujourd'hui, moi, ma mère, elle a eu un impact énorme sur moi, pas parce qu'elle a été scolarisée seulement, mais cette femme qui était scolarisée en retour là a pu prendre son salaire, investir dans mes études. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire un petit honneur à ma tante. Allez, vu qu'elle vit à Fresco, allez lui dire que le sens de combattante de la famille, là, n'est pas fini. Allez, puis elle a l'arthrose maintenant, donc elle n'arrive plus à faire des marches. Pourtant, c'est quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup marcher dans la forêt et tout ça. Elle a une histoire incroyable, elle aussi. Donc, je pars à Fresco en 2 jours. Donc, une escale à Grand Laou. Donc, je fais Dabou, Grand Laou, ensuite Grand Laou, Fresco. Et j'ai adoré parce que quand je planifiais le voyage, je me suis dit, quand j'allais faire ça, j'allais arriver, j'allais pouvoir marcher. Oui, parce que j'allais avoir mal aux cuisses, c'est ça. Aux jambes et tout. Et c'est ça. Je me disais, non, mais vraiment, ça allait être trop dur. Je ne sais pas comment j'allais être arrivée là-bas. Et j'arrive. J'ai l'énergie même. Genre, je ne suis pas fatiguée même. Enfin, je suis fatiguée. Hein. L'adrénaline. Mais l'adrénaline. Et je réalise un truc à ce moment-là, c'est qu'on minimise ce qu'on a en nous, en fait. On minimise ce que notre corps peut faire. Moi, j'ai minimisé. C'est vrai que la passion m'a fait dire je peux y arriver parce que je faisais des randos ici à Abidjan. Donc tu pratiquais déjà du vélo? Voilà, je pratiquais déjà du vélo. Donc, je me disais, allez, ça va. 40 km en une journée, je sais que je peux faire. Je peux me dépasser, faire 80. Donc, allez, Yasmine, on se bouge et puis on y va. Et le fait de voir que je peux réellement le faire, c'est comme si je ne sais pas à quoi le comparer, mais tu te fixes un objectif qui a l'air super incroyable. Et le fait de le réaliser, ça te donne un auto-boost là, une estime de toi. Mais alors, je suis dans cet état-là et finalement, j'ai continué même jusqu'à Sassandra. Je ne me suis pas arrêtée à Fresco. J'ai fait 2 jours avec ma tante et puis on a continué. Et donc, après ça, quand j'ai pensé à mon prochain voyage à vélo, quand j'y pensais comme ça lointainement, je me disais, allez, j'ai envie de faire Abidjan-Accra. J'ai envie de passer une frontière. Pour moi, c'est une manière aussi de montrer qu'on n'est pas limité par les frontières. Donc, je fais ça. Abidjan-Accra, je le fais en 2023, par contre. Parce qu'à l'époque, je suis dans un état aussi où je me sens limitée dans ce que je vis. Genre, je vise des choses dans ma vie professionnelle qui n'arrivent pas nécessairement. Et je me pose beaucoup de questions et j'ai l'impression que je suis enfermée dans une boîte. Et pour moi qui aime penser out of the box, ça m'étouffe en fait. Et là, je me dis, je sais que la Yasmine illimitée, qui peut faire ce qu'elle veut là, elle est là, allons vers elle, quoi. Donc, c'est comme ça que je fais Abidjan-Accra et qu'en décembre de la même année, donc juillet, je fais Abidjan-Accra et novembre-décembre, je fais Côte d'Ivoire, Sénégal pour aller retrouver mon frère. Et je me dis, là, j'ai pas envie d'utiliser cette énergie-là pour rien. J'ai été éduquée dans un cadre quand même où on sait joindre l'utile à l'agréable. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'Africains, je veux dire, quand tu galères un peu là, c'est ça. La notion d'agréable seulement là, tu t'accuses quand tu fais en fait. Exactement. Donc, je suis en mode, ah non, je peux pas faire ça simplement pour le loisir. Faut que je serve une cause. Faut que je serve une cause. Parce que je suis quand même quelqu'un qui est toujours en train de penser, mais comment on améliore un peu des conditions et tout. Donc voilà, je fais une levée de fonds. Je voyage avec mon amie Julia et quand je lui parle du projet, je devais voyager seule en fait. Et quand je lui parle du projet, elle me dit, un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah Yasmine, vraiment, ton voyage m'intéresse, je veux t'accompagner. Mais tu me parlais d'une cause là, je réfléchis, dis-moi ce que c'est. Et puis donc, je lui dis, voilà, je veux faire une levée de fonds. On va acheter des vélos pour des filles qui marchent de longue distance pour se rendre à l'école. Et surtout, au-delà de la levée de fonds, c'est de rencontrer des jeunes aussi et leur dire ce message, leur passer ce message. Il n'y a rien qui peut te limiter. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de réaliser ce que tu as en toi parce qu'on a tous quelque chose en nous. Et moi, je crois fermement que Dieu nous a créés. C'est ni par hasard, mais c'est surtout pour apporter quelque chose de positif au monde. Donc, si on n'entend pas, on n'écoute pas ces voix-là, parce que comme tu le disais, on parle de conviction et tout.
ma mère, elle n'a pas compris quand moi, je lui ai dit que je veux faire d'Anané Dakar. Un jour, elle s'est levée le matin, elle me dit, ma chérie, ton affaire de vélo là, j'ai compris, hein, c'est ta passion, j'ai compris. C'est ça. Mais il faut te poser un peu. Genre, ton travail, pense à te caser, quoi. C'est ça. Mets ton énergie dans autre chose que ça. Je veux dire, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et puis, tu veux prouver quoi à qui? Et je lui ai répondu, maman, je veux prouver rien à personne. C'est pour moi-même. C'est pour moi-même. Je sens que je peux le faire. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sens. Et puis, l'énergie que j'ai, je peux m'asseoir et puis je vais pleurer sur les conditions qui ne marchent pas. Hein, parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème que je fais. Ouais. Donc, je peux être là et puis je vais être assise pour dire « Ah, mais en fait, ma moitié que j'attends dans ma vie ne vient pas. Ah, mais en fait, le travail, moi qui veux travailler à New York, aux Nations Unies, ça ne vient pas. Depuis là, je tape... Je peux faire ça. Ou je peux choisir de décider que mon énergie, je l'utilise autrement, positivement, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce que tu gagnes en retour, si on compare les deux situations, je veux dire, me plaindre et puis me contenter de peu, et pourtant aller chercher ce que je sais que je peux aller chercher. Voilà, ça. Donc, voilà, j'arrive à Dakar et la force que j'ai, la confiance que j'ai de moi, enfin, il n'y a rien qui peut m'enlever ça, en fait. Ouais. Et le fait d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que moi, ça, c'est encore plus jouissif. Je ne sais pas si tu te souviens du mot, là. Ça, oui, bien, je me rappelle très bien. Jouissif. En tout cas, dépasser ses limites, ouais. C'est ta motivation. Ouais. Pouvoir se challenger aussi. Et puis, utiliser cette énergie pour des causes qui te tiennent à cœur. Ouais. Pour revenir au voyage, ton premier voyage à Sassandra, à Fresco et ensuite à Sassandra, tu disais que tu pratiquais déjà du vélo en rando. Et tu le faisais depuis combien déjà en tant qu'amateur de vélo, amatrice de vélo? Je l'avais commencé en 2019. Donc, mon premier vélo, je l'ai eu en 2001. Par là, 2001. C'était mon entrée en sixième. J'avais réussi mon entrée en sixième. Okay. Et mon père m'avait offert un vélo. Donc, comme on était à Ferké, je me pavanais partout avec. C'était beaucoup plus propice. C'est bien sûr. Voilà, à l'intérieur du pays, là, c'est beaucoup plus vide. Donc, on peut se balader. C'est beaucoup plus facile de faire du vélo à l'intérieur du pays. Exactement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables à Abidjan. Voilà. Exactement. Donc, mais après, étant adolescente, je suis passée à d'autres hobbies. Danser devant la télé, explorer les sports, le handball, mais je n'étais pas forcément bonne dedans. Et quand j'étais en 2019, je travaillais ici à Abidjan et j'étais revenue du programme de Mandela Washington Fellowship. Okay. En fait, ta question même me ramène à ce que quand je suis partie aux États-Unis pour le Mandela Washington Fellowship. Ça, c'était à quelle période? C'était en 2018. OK. Donc, quand je suis partie, à l'université, juste à côté du campus où j'étais, il y avait les vélos à louer, voilà, les vélos électriques, là. Et donc, ça m'a fait reprendre le vélo, en fait. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu le lien. C'est ça, la chronologie. Donc, j'ai repris le vélo. Et donc, quand je suis rentrée à Abidjan, j'étais constamment en train de me dire, je veux un vélo. Mais je regardais les routes. J'habitais à Koumassi à l'époque, Koumassi 05. Je regardais les routes, les vendeuses qui prennent les trottoirs. Les trottoirs, exactement. Les gens qui sont absolument indisciplinés. Parce que ce que tu faisais, rappelle d'abord que déjà, c'est quoi le Mandela Fellowship et c'était où? Donc, c'est un contexte différent de celui d'Abidjan où tu ne peux pas faire du vélo aussi facilement que tu le faisais là-bas. C'est ça. Donc, le Mandela Washington Fellowship, c'est un programme du gouvernement américain donc, qui vise à former des leaders. Donc, ils identifient des jeunes leaders africains qui ont moins de 35 ans et qui ont un impact positif dans leur communauté. Alors moi, à l'époque, j'avais lancé un programme où je dispensais des cours d'anglais gratuits dans les écoles publiques primaires parce que l'objectif derrière, c'était de me dire j'ai envie de faire un plaidoyer pour que derrière, le gouvernement commence plutôt à enseigner l'anglais dans les écoles, donc plutôt, c'est-à-dire aux primaires. Comme ça, l'enfant a plus de temps d'assimiler et d'avoir un peu une connexion avec la langue lorsqu'il arrive au secondaire, parce qu'on n'a même pas beaucoup d'heures d'anglais, en fait. Sûr, alors qu'on est dans un monde aujourd'hui où tu as le contenu en anglais qui te donne accès à tellement de formations pour toi-même. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu accès au programme Mandela Washington Fellowship. Et donc, aux côtés de 16 jeunes Ivoiriens en 2018, je suis partie, moi, à l'université de Nebraska. OK. Voilà, où je suis restée 2 mois au sein de l'université pour apprendre davantage sur le leadership civique
Et après les 2 mois, j'ai été sélectionnée pour une autre partie du programme aussi, qui est encore plus sélective, où là-bas, j'ai pu appuyer une unité de l'USAID dans un programme de développement des jeunes. Donc, c'était une très belle expérience. Et c'est là-bas que tu as pratiqué du vélo? Voilà, c'est là que vraiment je pratiquais du vélo. Je pouvais aller un peu à vélo des fois au travail. Quand j'étais à Washington, D.C., à Nebraska, là-bas, je le faisais tout le temps. Et il y avait des pistes cyclables. Donc, moi, j'étais la petite go qui venait d'Abidjan, qui était jamais arrivée aux États-Unis. Qui venait déjà de Ferké. C'est ça, qui venait de Ferké à Abidjan. Donc, je vois là les pistes cyclables. Tout est bien clean, organisé. Je suis en mode, c'est trop chic. Et voilà, je pratique mon vélo. Et puis, donc là, quand je reviens en 2018-2019, là, je me demande, mais comment je peux faire du vélo? Et puis, je me décide un jour, mes parents me découragent, ils me disent, ma chérie, tu n'es pas à Ferké, où tu pouvais faire ton vélo, donc faut oublier. Mais un jour, j'achète mon vélo. Et puis, ça m'a pris 1 mois. Du temps, j'ai acheté le vélo. Avant de le sortir, là, j'ai pris 1 mois parce que tous les jours, je me disais, mais comment je vais rouler? Puis, j'ai pris mon courage, je suis sortie dans Kumasi. Et puis, en roulant, je croise un monsieur avec un jeune homme sur la route. Et puis, ils me disent, c'est la première fois qu'on voit une fille à vélo ici. Hein. C'est comment? Ça va? Donc, on discute. Et puis, eux, ils me disent qu'ils appartiennent à un club. Ils roulent un peu pour aller vers Bassam. Je dis, ah bon? Mais let's do that. Donc, on fait ça. Et puis, on roule des fois. La première fois que je suis allée à Bassam, là, mes pieds. J'imagine. Oh my God. Les douleurs. C'était dur. Mais voilà, j'ai pu faire. Et... Donc, ça faisait 2019, avant le premier voyage, qui était en 2021, 2 ans que je pratiquais maintenant. Et donc là, tu étais régulière dans la pratique du vélo? Oui, tous les samedis, on partait en rando. Et puis, on avait un beau groupe là, plein d'énergie. Donc, c'était chic même, tu vois, d'aller avec les amis. Ouais. Et en fait, quand j'ai décidé aussi de faire Fresco, je me suis dit que j'allais faire seule. Hein. Je ne voyais pas qui allait m'accompagner. Oui, parce que tu es partie seule à Fresco, à vélo? Finalement, on était 7. Ok, d'accord. Les amis, j'ai dit à une première personne, un ami là, qui me dit... il s'appelle Mustapha, il me dit oui, je vais t'accompagner. Je ne l'ai pas cru, hein, en vrai. Je me suis dit, il me dit ça comme ça. Mais en vrai, il a tenu sa parole et après, en disant à d'autres personnes, ils sont en mode, mais ouais, je veux venir avec toi, je veux te découvrir. Et puis comme ça, on était un groupe de 7 personnes et on était combien d'Ivoiriens? Il y avait moi, Benjamin, un des petits que j'avais rencontré à Koumassi à l'époque là. Et puis Ange Désiré, donc je pense 3. Et le reste, il y avait Julia, mon amie allemande. Oui. Mustapha, il est ivoiro-libanais. Et puis Philippe, qui est français. Voilà, c'était donc sur les routes. Avec une autre, Lamia, pardon, qui est française aussi. Donc toute l'énergie du groupe t'a accompagné pour ce premier périple. C'est ça. Ce premier long voyage. Oui. Et ensuite, tu as décidé d'enchaîner. Oui. Mais à ce moment précis, tu étais, comme tu le disais, dans une phase, on va dire, un peu compliquée par rapport à ta carrière. Parce que tu bosses dans quoi, normalement? Donc, je bosse dans le développement international. Donc, c'est tout ce qui sera ONG, grande organisation internationale telle que UNICEF. Donc, ma première expérience dans le développement international, ça a été avec une ONG. Social Change Factory. Oui. Yes. Avec Sobel. Salut Sobel. Yes. Et toute l'équipe formidable. Donc, je suis restée combien de temps à Social Change Factory? De 2016 apparemment. Dès que j'ai quitté People Input. Exactement. Ah oui, nos années. Nos années, exactement. Donc, j'ai quitté People Input, Social Change Factory. Je suis restée avec eux jusqu'en... presque 2019. Ok. Eux, ils faisaient quoi, Social Change Factory? Social Change Factory, donc là-bas, j'ai été chef de projet pour un programme qui s'appelait Voix des jeunes. C'est un programme que j'adore de tout mon cœur. Donc, c'est un programme de leadership civique aussi. Donc, on forme des jeunes à qui on apprend le sens de la citoyenneté active, en fait. Donc, se poser être en face de problèmes et se poser des questions pour répondre, pour apporter des solutions. Donc, on avait un système, on produisait et diffusait sur la RTI une émission. On avait des questions telles que comment résoudre un problème de manque d'accès à l'éducation dans une communauté rurale, par exemple. Et les jeunes, ils étaient face à des membres du jury. Déjà, on leur donnait des formations sur le leadership, l'engagement citoyen, la gestion de projets, le fundraising, tout ça. Et eux, avec ces notions qu'ils recevaient dans la formation, devaient maintenant
établir et présenter une solution. Et le programme même a évolué après où ils devaient mettre en place, donc implémenter la solution que eux ils déterminaient face au problème. Donc, pour moi, je pense que c'est une étape qui m'a transformée, en plus du Mandela Washington qui m'a ouvert l'esprit au leadership civique. Ça a déjà commencé même avant le Mandela, ça a commencé avec Social Change Factory, qui était vraiment ce système de pensée où on se dit, bah, en tant que citoyen, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté? Donc voilà, je suis dans ce système de développement international que j'adore. Vraiment, je kiffe trop. Voici mon domaine. Donc, avant d'intégrer UNICEF, donc je travaille avec Social Change Factory et puis ensuite, en 2019, je suis avec une start-up qui travaille dans l'éducation pour rendre l'accès à l'éducation plus équitable. Donc, je rejoins UNICEF en 2020 et je reste là-bas jusqu'en 2024. Comment s'est passée ton expérience à l'UNICEF? C'était magnifique. Vraiment, c'était déjà magnifique. C'est le gros résumé. C'était une expérience parce qu'on rêve, en fait, en tant que jeune. Moi, d'où je viens, il n'y a personne que je connaissais qui travaillait à UNICEF. Je veux dire, dans ma famille, moi qui viens d'une famille modeste, je ne connais pas un oncle ou quoi qui travaille à l'UNICEF pour que j'ai même l'idée de me projeter là-bas quelque part. Donc, ce n'est pas un endroit où je m'étais projetée. Mais voilà, mes pas professionnels m'ont guidée là-bas. Et pour moi, c'était gigantesque, quoi. C'est UNICEF, quoi. Ouais, c'est énorme. Voilà, c'est UNICEF qui a aujourd'hui une organisation qui a plus de 75 ans. Et c'est un gros système. Et voilà, c'est ce drapeau bleu-là, UNICEF. Pour moi, et donc, j'entre dans le système et j'apprends beaucoup. Honnêtement, ce que j'ai appris à UNICEF, j'ai appris beaucoup sur mon pays, même la Côte d'Ivoire, parce que j'ai été amenée à faire des missions dans des endroits reculés, où tu t'imagines même pas qu'on apporte des solutions. Et ça, c'est ce qui est magnifique dans le travail du développement international quand même. Quand tu as des leaders qui veulent vraiment aller rejoindre la dernière personne. Le dernier kilomètre. Voilà, au dernier kilomètre. Ça te permet d'avoir des résultats intéressants. Et vraiment, l'équipe dans laquelle on était, une équipe dynamique, j'ai été embauchée sous Sophie Chavanel, qui est quelqu'un qui croit dans ce qu'elle fait. C'était la directrice pays. Oui, à l'époque, non, elle était chef de la section communication. Ok, d'accord. Voilà, communication et engagement des jeunes. Donc moi, j'entre là-bas, je suis dans mon élément engagement des jeunes. Donc je commence avec des programmes de plaidoyer et j'ai pu vraiment avoir des résultats super intéressants. C'est ça qui a rendu l'expérience magnifique parce que ma première mission, grande mission, j'arrive, c'est un projet qu'on devait atteindre un résultat, former 2000 personnes en plaidoyer sur une période. Il nous restait que 2 mois pour le faire. Et là, il n'y a personne qui avait envie de toucher en fait à ça. C'était genre, bon, personne n'avait vraiment envie de toucher à la chose. Et là, je vois dans notre planification, dans le travail, je vois que on a ce résultat-là à atteindre. Et je vais approcher la boss. Ce n'était pas mon rôle. On ne m'avait pas embauché pour ça, en vrai. Et je dis, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de travailler sur ça. Elle me dit, mais va, c'est pour toi. Ouais. Donc, je parle aussi, tu vois, c'est une manière de mettre en avant ce leadership où on te fait confiance parce qu'on a vu tes résultats aussi. Sophie, elle me connaissait parce que j'avais travaillé dans des organisations de jeunesse et on se connaît dans le milieu. Elle avait vu mes résultats. Donc, elle me dit, mais vas-y, prends-le. Donc, je prends ce projet et j'organise une stratégie là avec les collègues et on est à mesure de le faire brillamment. Vraiment, c'est un résultat dont je suis trop fière et il n'y a aucun pays qui avait pu réaliser ça à l'époque. Tous les pays avaient un peu pour objectif de former en plaidoyer, mais personne n'avait atteint ce résultat-là que la Côte d'Ivoire avait atteint. Et ça avait été possible aussi grâce aux acquis que l'équipe avait fait auparavant, avec la mobilisation des jeunes. Donc voilà, je me retrouve là, dans ce monde-là, où on réalise des choses. On est une jeune équipe, on se fait confiance, on se parle, on se dépasse. Vraiment, on se permet d'explorer ce qu'on a comme talent, quoi. Et donc, je suis là et en 2000... Une des choses aussi qui a été un peu un déclic pour moi de faire mon voyage d'une année à Dakar, c'est les jeunes qu'on est amenés à rencontrer aussi. Parce qu'on rencontre des jeunes qui, certes, on se dit, on apporte un programme pour les développer, mais on est formé aussi en retour parce qu'il y a des expériences de jeunes qui, eux, dans leur communauté, n'ont pas attendu d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer à être activistes. Exactement. Et je trouve qu'il n'y a pas plus inspirant en termes de conviction, il y a pas plus inspirant que ça. Pour moi, je suis tombée par exemple au Mali
où des jeunes dans des communautés se battaient contre l'excision. Et ils le faisaient on va dire, dans une culture qui permet pas du tout que les jeunes s'expriment, que des jeunes femmes ou des jeunes hommes s'expriment. Mais eux, ils risquaient ce qu'ils avaient pour dire leur vérité. Ils se tenaient debout devant des personnes qui ne leur donnaient pas droit à la parole pour dire ce qu'ils avaient à dire et de façon différente. Il y en a qui étaient acteurs souvent, où ils faisaient des petites productions entre eux. Il y en a qui faisaient par la musique traditionnelle. Mais donc, des exemples comme ça qu'on rencontre, et même en Côte d'Ivoire, on tombe sur des jeunes femmes qui arrivent, des jeunes filles qui arrivent à parler, à dénoncer des choses. Si je prends l'exemple même en Occident, je veux dire en Occident, on a beaucoup plus cette visibilité-là de ces jeunes qui le font, comme Malala aujourd'hui qu'on connaît, qui a été prix Nobel dans le monde. Mais Malala a eu ce exposure-là en étant en Occident. Mais c'est quelqu'un qui a pu se lever pour dire « Je refuse que telle chose se passe comme ça. Moi, je veux l'égalité pour l'éducation. » Et on en a des Malala ici. Ouais. Sauf on rappelle que Malala, c'est une jeune adolescente qui a reçu une balle dans la tête parce qu'elle se battait pour l'éducation. Elle voulait aller à l'école en Afghanistan. C'est ça. Donc, c'est les talibans qui lui ont tiré dans la tête. Et elle a survécu. C'est ça. Donc, et on a des Malala ici dans des zones que, si tu ne vas pas, si tu n'as pas accès, en fait, si tu ne travailles pas aussi souvent dans ce milieu, tu ne rencontrerais pas. Et pour moi, le message c'est ça qui m'a permis, quelque part, de trouver la force en moi de me dire, mais en fait, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut réaliser. Enfin, il ne s'agit pas du contexte, il ne s'agit pas de d'où tu viens. Mes parents sont riches, voilà, j'ai tout ce que j'ai à ma disposition. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est la conviction, c'est la force de croire que ce que je ressens comme combat à faire, là, je peux me lever et puis faire, en fait. Donc, voilà en comment être à UNICEF a été pour moi... une sorte de booster aussi. Oui, ça a été... Ça permettre de dire, OK, je peux dépasser mes limites dans mon travail. Exactement. Mais je peux le faire également pour moi-même. Exactement. Donc, je décide de prendre la route. Pour aller jusque dans l'ouest du pays, à Danané. C'est ça. Puis partir de Danané jusqu'à Dakar. Quand on se lève comme ça, forcément, comme tu le disais, tes parents, ta mère n'était pas très confiante, mais également, j'imagine, tes amis, tes collègues, comment ils ont pris cette idée que tu as eue de vouloir traverser donc la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'à Danané, dans l'ouest du pays, ensuite traverser la frontière pour aller en Guinée, à Dakar et autres et tout ça. Comment ils ont pris ton idée? Il faut dire que c'était tout un mélange. Mais la première chose que je remarque, c'est que les gens se disent « Ah, Yasmine, la folle, la folle. » La spontanée. C'est ça. Mais plus en genre « Ah, mais qui peut penser à faire ça même? Genre, mais comment même ?» Ou bien on va te dire, comme tu vois dans les commentaires, parce que je partageais ces publications, ce voyage, mais elle est rassasiée. Ou bien la blanche. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de la blanche aussi. Genre, ah ouais, la blanche. Surtout que bon, tu choques un peu déjà, même on te dit, on est en mode, voilà quoi, t'es pas assez noire, t'es pas assez africaine. C'est dommage, ces préjugés-là. Oui, ces préjugés-là nous mettent dans des boîtes en fait. Et ça, c'est dommage, comme tu dis, parce que ça fait que finalement, les gens se disent, bah, je peux pas aller au-delà de comment on me voit. Mais comme ils sont tombés sur moi, je cherche pas à valider des codes. Donc, voilà, donc mes amis, c'est genre, hey Yasmine, tu nous fatigues. Les parents, c'est pareil. Moi, ma maman, mon père même qui parle pas beaucoup là, il était en mode, mais tu n'es pas sérieuse en fait. Tu connais pas la sécurité dans ces pays-là, voilà. Et donc, non, et surtout que à l'époque, comme tu dis, je travaillais et la position que j'avais dans mon travail, je n'étais pas encore staff confirmé. En fait, j'étais volontaire des Nations Unies. Et il faut dire que ça a son lot de... Pour ma mère, par exemple, pour ma famille, c'est pas comme si j'avais un vrai travail, job. En fait. C'est comme si... Je travaille, je vais au travail tous les matins parce que être volontaire des Nations Unies, tu es staff, sauf que tu n'as pas le titre de staff, en fait. Mais tu as un salaire. Tu as un salaire. Tu as un salaire, tu es couvert par l'assurance, mais ton salaire, il n'est pas équivaut au salaire d'un staff pour cette position-là. Donc, on voit Yasmine qui travaille à UNICEF, tu vois, et on se dit, ah, mais ouais, en fait, c'est la babache, voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, non, tu vis un peu un genre de précarité qui ne se dit pas, quoi. C'est pourquoi? Parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter? Non seulement parce que, déjà,
tous les jobs, même souvent dans le développement, dans une boîte comme UNICEF, à tout moment, ça peut s'arrêter. Okay. Quel que soit souvent le contrat que tu as, parce qu'on peut dire que ton poste, il est supprimé. Ouais. Donc, c'est difficile, quel que soit le niveau. Mais là, en fait, tu aspires à vraiment appartenir à 100% au système parce que là, tu es considéré, même déjà le regard que tes collègues ont sur toi en tant que VNU, c'est genre, tu es encore VNU, quoi. Tu n'es pas encore staff. Il y a ça. Et pour toi-même, tes aspirations professionnelles pour ta carrière, tu as envie d'avoir plus de responsabilités en ayant ce titre de staff. Avec le staff, tu sais qu'il y a plus de concrétisation, on va dire. Et puis, tu peux accéder à des prêts parce que moi, en tant que VNU, je ne suis pas reconnue staff de l'UNICEF. Même si on me donne un papier, si je veux prendre un prêt à la banque, ça ne va pas trop compter par rapport à si je suis staff de l'UNICEF avec un contrat plus long, par exemple. Parce que oui, mon contrat, par exemple, il était renouvelé chaque année. Il y a des contrats de staff aussi qui sont renouvelés chaque année, comme il y a des contrats de fixed term qui sont beaucoup plus longs. Tu peux avoir un contrat de 5 ans, tu peux avoir un contrat tout court qui est un peu comme un CDI. Mais comme j'ai dit, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir suppression de poste et que tu partes. Mais oui, donc pour ma mère qui a aspiré à ce que sa fille ait un salaire conséquent, tu as l'UNICEF pour mes parents. Donc ma mère était un peu dans un questionnement du style, ma chérie, il faut te chercher un peu, genre, cherche à te poser. En fait, voilà. Stabilise-toi. Donc oui, c'était difficile, comment tout ça a été perçu. Et moi, je partais avec l'approche de, je ressens que j'ai quelque chose à faire, j'ai besoin de le faire. Sinon, c'est comme si je me trahis. Donc, je fais. Quel a été le moment le plus, on va dire, surtout dans les premiers voyages que tu as fait d'un année, la Guinée, le Sénégal. Quel a été le moment le plus dur de tous ces périples, au-delà de ce que tu as fait dernièrement jusqu'au Nigeria? Oui. Le plus dur, ça a été les côtes en Guinée. Parce que la Guinée est très montagneuse. Surtout l'ouest par laquelle on est. Oui, l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ça, pour partir. En fait, nous, on fait notre malin avec Mans, tout ça. Mans, on n'a pas de montagne par rapport à la Guinée. Chez moi, à Mans, il n'y a pas suffisamment de montagnes. Non, c'est pas assez. Non, mais vraiment, je veux dire, Mans, c'est vraiment une continuité. Quand tu entres en Guinée, et c'est fabuleux. Tu as vraiment beaucoup de montagnes. Donc, on a bien souffert sur le trajet de la Guinée. Genre, il y a des moments où c'est là, les premières montagnes en Guinée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu dis que tu es en train de faire, en fait? Mais là, je me dis, mais est-ce que je retourne? Tu voulais faire demi-tours? Je me suis posé la question. Vraiment, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, on n'est pas trop loin. Est-ce que tu fais demi-tour? Est-ce que tu vas prendre une voiture? Il y a toutes ces idées qui te viennent. Et puis, je me dis, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Voilà, qui m'a envoyé. Mais là, tu dépasses le sentiment et puis tu apprends. C'est vraiment tout ce voyage-là, c'est une conversation avec ton corps. À pousser les barrières que tu as, à pousser la paresse ou bien les excuses que tu veux te donner. Genre, tu peux te dire, mes bagages sont trop lourds, en fait, je peux abandonner. Ou non, mais tu te dis, allez, vas-y, essaie un peu plus. Et quand tu vois que tu as pu dominer cette côte qui t'a fatigué là, quand une autre vient, tu essaies encore. Et tu vois que, mais en fait, tu peux. Tu peux. En fait, tu accomplis des choses que les athlètes de haut niveau pratiquent, font. C'est-à-dire pousser leur mental jusqu'aux limites, en fait. Pousser leur mental jusqu'aux limites. C'est ça. C'est vraiment pousser son mental. Et mais nous, encore pour nous, c'est plus facile par rapport aux athlètes de haut niveau parce que eux encore... Si tu prends le Tour de France ou bien le Tour du monde de cyclisme, c'est un niveau de vitesse qu'il faut avoir, même sur les côtes, parce que tu vas prendre le trophée et tout ça, voilà, faut te dépasser. Mais pour le voyage à vélo, c'est vraiment plus lent. C'est à ton rythme, c'est toi qui décides. Et c'est pour ça que je dis que vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Mais il faut juste se dire que c'est possible, quoi. Pendant ces périples-là, donc ce voyage que tu fais, ces voyages que tu as fait, je prends par exemple le cas de la Guinée ou bien même du Sénégal, comment se passent les arrêts chez l'habitant? Est-ce que tu es automatiquement accueilli? Parce que quand il commence à se faire, à quel moment tu t'arrêtes pour te reposer? Pour dire que, il commence à faire nuit, je vais me reposer. Et comment se passe l'accueil des habitants? Est-ce que c'est quelque chose qui est préparé en amont avant que tu quittes la Côte d'Ivoire? Oui.
Oui, c'est préparé. Mais pour un long trajet, déjà, si je prends le trajet, par exemple, Abidjan-Accra, qui était beaucoup plus court, qui s'est fait en 6 jours. OK. Voilà. Là, j'ai pris... c'est cool. 6 jours, c'est beaucoup. J'imagine 6 jours sur la route à vélo. Moi, Edith Bou, bleu. Un jour, je pense que tu vas m'accompagner un peu. Petit, sorti d'Abidjan. Ouais, sorti d'Abidjan, voilà. Nice. C'est un peu pour moi. C'est bien. Donc, pour ça, j'ai beaucoup plus dormi dans des hôtels quand même. Genre, j'ai pris des Airbnb, c'était court. Et puis, bon, je me disais, voilà, vite fait. Mais ce que j'ai fait quand même, je me dis, pour tester dormir chez l'habitant, j'ai demandé à mes amis, tu connais pas quelqu'un qui est pas... Vu que je fais mon trajet à l'avance, donc je sais toutes les villes où je vais me stopper. Donc, je demande souvent à des amis qui ont fait les pays en question. Donc, je me souviens que j'ai demandé à une cousine, là, toi qui étais au Ghana, je vais dans l'hôtel. Elle m'a dit, mais tu peux dormir chez ceux qui nous avaient hébergés. Voilà, donc j'ai dormi chez une tante là-bas. J'ai eu son contact en amont. J'ai pu parler avec leur fils qui m'a donné les positions et tout ça, tout ça. Et on est parti. Donc, on a fait un arrêt chez l'habitant. Je pense qu'on partait non, 2, pardon. Le premier, c'était chez la grand-mère de Benjamin qui m'accompagnait. Ah, ton ami cycliste? Oui, mon ami cycliste qui m'accompagnait. Donc ça, c'était pas vraiment des inconnus, on va dire. C'était amis d'amis, enfin voilà, parents étendus. Alors, pour le trajet d'Anané-Dakar, là, j'ai fait pareil. J'ai fait le trajet. Et j'ai demandé à mes amis, est-ce que vous connaissez des gens à Conakry? Donc, si tu es à Conakry, je peux te dire, mais dans la Guinée, même sur la voie de Nzérékoré jusqu'à... Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Donc, comme ça, j'ai eu des contacts. Et ce qui est trop beau, c'est que je voyage avec maman aussi. Maman qui n'était pas d'accord là. Oui, sa mère qui n'était pas d'accord au début, elle devient sa plus grande supportrice. Elle accompagne dans ses voyages maintenant. Elle-même, elle est avec elle sur tout le parcours. C'est ça. Coucou maman. On t'aime. Donc voilà, maman qui n'était pas d'accord, tout ça, je lui dis que je vais faire le voyage. Je lui dis, mais tu peux venir en fait. Allons, tu vas découvrir, tu n'es jamais allé en Guinée. Je l'ai blagué un peu. Je dis, viens, on va aller jusqu'à la frontière. Et puis, on arrive à la frontière. Je dis, mais maman, tu peux pas venir à la frontière, tu vas pas connaître Conakry. Donc bref, on fait comme ça. Mais alors, le rôle de maman, c'était finalement, quand on a un contact dans la ville où on est censé s'arrêter. Donc, parce que comme j'ai fait le trajet avant, ça me permet de savoir que je peux rouler de 7h à 17h et arriver à la destination du jour. Ou bien, vu que peut-être j'ai 130 km à faire et qu'il y a trop de dénivelé, dans ce cas-là, si je commence à 6h, à 17h30, je sais qu'on sera arrivé. Donc, maman, elle prend son temps. Elle est quitte à 10h vu qu'elle part en voiture, en transport en commun. Et en temps, elle appelle le contact si on a un contact. Et quand elle arrive, la personne nous accueille. Si on n'a pas de contact, ce qu'on a fait, on s'est dit, maman, tu vas aller dans les mairies et demander si on peut être hébergé. Et donc, elle a fait ça. Et en zone rurale, ça a vraiment marché. Les zones rurales, c'est petit. Donc, les gens trouvent toujours des solutions. Donc, on a été hébergés par des sous-préfets des fois qui nous ont dit « Ah, il y a une petite maison ici, là, qu'on donne à des visiteurs. On va vous installer. » Généralement, en Guinée, c'était pour des personnes qui venaient en mission. Mais nous, on nous ouvrait la porte vraiment avec... Il y a eu beaucoup d'hospitalité. Et ça m'a fait dire que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, tu vois, on aime être hospitalier. Mais j'ai remarqué, pour avoir voyagé tel que j'ai voyagé là, il y a beaucoup d'hospitalité un peu partout. C'est vrai que souvent, il y a des frayeurs. Au Nigeria, par exemple, il y a des gens souvent qui ne vont pas forcément ouvrir leurs portes. Mais on nous a fait dormir devant une boutique. Mais c'est une hospitalité. Moi, je prends. C'est ça. Voilà. On parle d'hospitalité, on parle de dormir chez l'habitant. Lorsqu'on est à vélo, qu'on décide de faire un long trajet, qu'on traverse les frontières et tout. Mais le point qui revient le plus souvent, c'est la sécurité. Tu es une femme. Et au-delà de ça, on a toute l'actualité géopolitique de ces 5 dernières années, ces 10 dernières années et tout. Même pratiquer le vélo tard le soir sur les routes, même seul en journée comme ça sur les routes et tout, c'est pas évident. Mais imagine, hors de ton pays et tout. Comment tu gères la sécurité sur ton parcours? Il y a eu... tu as traversé la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Tu es allé au Sénégal. Tu as fait Abidjan-Ferké. Tu es allé au Sénégal. Tu es allé en Guinée. Tu as traversé les frontières Togo, Ghana, jusqu'au Nigeria. Comment tu assures ta sécurité? Donc, et comment tu t'assures même que tu n'es pas suivi ou ce genre de choses? Non, ça, c'est vrai que le dernier point, c'est pas sûr, hein. Pour m'assurer que je ne suis pas suivie, par exemple, j'essaie de ne pas donner trop d'informations
sur mon parcours. Parce que tu peux t'arrêter à une station comme ça et les gens de bonne foi peuvent te demander, mais où tu t'en vas? Et tu es tenté d'être transparent, de te dire, ah, je vais dans telle ville, mais tu ne sais pas qui t'écoute à côté. Exactement. Donc, ça fait que des fois, je peux dire vaguement, ah ben non, je viens de telle ville, je vais dans telle ville, qui peut être peut-être mon prochain stop. J'essaie d'être vague dans mes réponses. Ou bien de dire tout simplement que je vais au Sénégal. Ils sont étonnés, ça fait la conversation. Mais je me confie beaucoup à Dieu. Je me dis, Seigneur, vraiment, c'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux me protéger mieux que quiconque. Je compte sur toi sur la partie-là. Maintenant, sur moi, ce dernier voyage, j'avais un taser sur moi. OK. Voilà, je me suis dit... Le voyage jusqu'au Nigeria, tu avais un taser. C'est ça. Je me suis dit, bon, au moins, petit truc de sécurité sur moi tout de suite. Mais à part ça... Pour vraiment essayer de planifier un trajet plus sécurisant, je l'ai mieux fait sur le voyage de Côte d'Ivoire-Nigeria dernièrement, parce que j'ai eu le soutien de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Quand je les ai approchés, je leur ai dit, bah voilà ce que je vais faire et je souhaite au moins avoir votre appui pour faciliter les échanges, les rencontres avec les fédérations dans les autres pays. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont envoyé des courriers à tous les présidents des fédérations des pays que j'allais traverser, ce qui a fait qu'il y a eu des mobilisations dans chacun des pays, mais aussi qu'au moins on ait le feedback de ces cyclistes qui sont là-bas, qui peuvent dire « attention, dans telle zone, faut éviter ». Donc, il y a cet aspect-là qui m'aide à sécuriser. Pour les autres voyages, comme Danané-Dakar, je me suis servi de... Il y a une plateforme, en fait, WhatsApp, de voyageurs à vélo. Figure-toi qu'il peut avoir... on est plus de 500 personnes dans ce groupe. Pour dire à quel point il y a plein de voyageurs à vélo, mais qui sont quasi tous occidentaux. Donc, mais qui, donc, vu qu'ils ont tous ce questionnement pour la sécurité, il y a quand même des bases de données qui sont un peu créées et il y a ce dialogue pour dire « Ah, mais je suis passée dans telle zone, c'est pas bien. » Donc, un réflexe que j'ai eu, c'est d'écrire. Eux, je crois, j'ai eu leur contact sur Facebook. Un couple de voyageurs avec qui j'étais restée en contact. Ils sont suédois. Donc, eux, je savais qu'ils étaient passés par la Guinée pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, je leur ai demandé l'état des routes, leur trajet aussi. Donc, ça fait que j'ai pu faire un croisement entre mon trajet et leur trajet, savoir, OK, est-ce que je passe dans les mêmes zones? Et puis, ils ont pu me dire, telle zone, je suggère d'éviter parce que c'était beaucoup plus de la piste. Et donc, en piste, ce que je fais aussi, un autre aspect pour ma sécurité, je prends les routes principales. Parce qu'il ne faudrait pas que tu prennes une route sur le côté et puis tu ne sais pas qui tu vas aller rencontrer là-bas. Donc, les routes principales, on a au moins les forces policières qui sont présentes sur les routes. Donc, quand je passais en Guinée, c'était pareil. Et vraiment, ils accueillaient bien. Ils sont surpris, ils sont en mode, mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Oui, vraiment. Mais à la douane, je me souviens, à l'entrée de la Guinée, ils nous ont donné des bananes, de l'eau. Donc, tu as des accueils vraiment chaleureux, des gens qui se demandent, mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Ils sont impressionnés de voir une femme, une jeune dame. Impressionnés. Ils sont impressionnés, ils ne comprennent pas, mais ils encouragent. Et quand tu expliques, ils disent, ah ouais, ils comprennent la valeur derrière, le message, le pourquoi. Ils te donnent les bénédictions. Donc, voilà. Ça donne envie de voyager. Oui, non, vraiment. Et je trouve qu'on se fait beaucoup trop de peur entre nos pays. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. J'ai suivi, il y a une jeune femme qui voyage à moto, qui a une chaîne YouTube là. Et sur sa chaîne, elle disait, c'est fou comment d'un pays à un autre, quand elle est au Ghana, ils lui disent, ah, mais tu vas au Togo. Non, non, c'est dangereux. Ou bien si elle est en Côte d'Ivoire, qu'elle va au Ghana, ils vont lui dire, mais non, c'est dangereux, il ne faut pas partir. Donc, on a une peur nous-mêmes entre nos pays. Donc, on se fait des barrières, on ne se connaît pas. Après, on parle d'Union africaine. Exactement, d'intégration africaine. À quel moment, en fait? Et moi, ce que je vois, en fait, en faisant ces voyages à vélo, je me dis, mais si on avait plus de pistes cyclables, si on avait plus de moyens qui permettaient à des jeunes d'explorer un peu plus l'Afrique, peut-être qu'ils allaient moins aller dans l'autre sens, par la mer, sacrifier leur vie. Parce que si je vois que j'ai plus de simplification à voir ce qu'il y a au Togo, à voir ce qu'il y a au Kenya, peut-être que je peux aller me chercher au Kenya. En fait, plus de facilité de se déplacer. De se déplacer. Que ce soit par le vélo, c'est ça. la route, la moto, les cars, en avion, avec
des billets d'avion moins chers, ça faciliterait en fait ces voyages inter-États. Exactement. On a même pas, je pense qu'on a beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe en Occident que ce qui se passe chez nous. Je me souviens que Benjamin, avec qui j'ai voyagé, il était étudiant en tourisme. Il était en année BTS, je ne sais plus, enfin bref. Mais c'était sa première fois de sortir de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'il sortait de la Côte d'Ivoire avec moi, même par la route. Hein. Et il était surpris qu'on demande de payer à la frontière. Bon, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais c'est la réalité. C'est une réalité, oui. Voilà, on te demande de payer à la frontière sans qu'il y ait une raison. Ils vont te dire, ah non, c'est la première fois que ton passeport, là, tu passes par la voie terrestre. On t'invente des raisons. C'est ça. Donc, tu dois payer 5 000. Exactement. C'est ça. Et donc, il était en mode, mais c'est n'importe quoi, l'affaire de CEDEAO. Mais à quel moment est-ce que je voyage sans payer? C'est ça. Et tout ça. Et tu prends ta pièce d'identité. Donc, il avait sa pièce d'identité et il y a des zones où on l'arrêtait. Et puis, on dit, parce qu'il a sa pièce, il doit payer. Ce qui n'est pas normal. Mais je veux dire, donc, on n'a pas ces informations-là même sur nos pays. Je veux dire, on n'a pas cette transparence, on n'a pas cette envie même de découvrir ce qui se passe. Tu as des gens que j'ai rencontrés qui sont à même pas 20 km de Noé, qui sont jamais allés au Ghana. Pour moi, c'est un non-sens. Totalement, quoi. J'arrive pas à concevoir. Ma petite parenthèse, parce que quand tu me disais que dans le groupe WhatsApp des voyageurs à vélo, ils sont 500 et la quasi-totalité, la quasi-majorité, ce sont des Occidentaux. Au final, tu te dis, mais en fait, l'Africain n'a pas le gène d'explorateur. On n'est pas des explorateurs. On va se cantonner dans notre zone de confort parce que, bon, quand on va voir un Occidental prendre son vélo et puis décider de traverser l'Afrique ou bien de prendre son voilier pour faire le tour du monde, mais il a quel problème? C'est ça. Il est rassasié. C'est ça. À ce que tu dis, ça tombe trop sur un point, c'est que même quand on a ces gènes ou ces habitudes d'explorateurs, on les minimise en fait. Si tu prends les Peuls. Oui, les nomades. Oui, c'est le peuple le plus explorateur qui soit, je pense, de ce que l'histoire nous dit. Parce que voilà, c'est les nomades, ils quittent leur terre. Et d'ailleurs, quand je partais en Guinée, il faut dire que chez eux, c'est trop beau. Le Fouta Djallon, c'est magnifique. J'étais trop fière de passer chez les Peuls parce qu'on a tellement entendu que c'est les nomades, comme s'ils n'avaient pas de chez eux. Que quand je passais chez eux, j'étais contente, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, pour dire que les Peuls, par exemple, qui ont cette habitude nomadique-là, bah, c'est un peu péjoratif, en fait. Il n'y a pas de respect derrière. Donc, même quand nous, on le fait un peu à notre manière, on ne le valorise pas, en fait. Donc, on a ce manque de valorisation de ce qu'on fait. Donc, on peut l'avoir dans nos habitudes, hein. Comme par exemple, quand tu vois, il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent ici en commerce, donc qui ont l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays, tu vois, qui connaissent un peu ceux qui ont eu pour habitude de bouger un peu, mais c'est toujours pour du commerce. C'est comme si... C'est pour ça que je dis que quand on fait quelque chose, on a du mal de sortir, de faire le loisir. On le fait, c'est culturel. C'est pour ça, je pense que pour moi aussi, je ne me vois pas en train de me trimballer pour mon bon vivre, quoi. Je peux faire ça, hein, je peux, mais je culpabilise. Parce que c'est comme si, mais il y a des choses à faire, en fait. Yacine, comment tu vas prendre le temps et puis dire que tu te balades? À quel moment, en fait? Donc, je pense que derrière, chez nous, on a la culture de se déplacer, du voyage, mais on se donne des raisons de le faire, des raisons au-delà de nous. On veut nourrir la famille, on veut, voilà, tu vois. Donc, je pense qu'on peut se servir de ça et puis faire des choses, mais sauf que on est tellement habitué à, en griffe, vouloir souffrir un peu, que quand tu fais et puis c'est un peu choco, c'est que tu es riche. Et ça déstabilise. On ne comprend pas, en fait, comprend pas le but, le sens, parce que, bon, on est sédentaire. On est habitué à cette sédentarisation et puis on ne voit pas l'intérêt de pouvoir se déplacer, en fait. Je fais une petite pause. Hein. C'est vrai que vous entendez le bruit d'un enfant, d'un bébé. Il a bientôt 4 ans. Donc, c'est mon fils. Il m'a accompagné en tournage. Là, c'est exceptionnel. Donc, forcément, vous allez l'entendre dans cet épisode. Oui, vous devez enjoy. J'ai dit que la saison 3, c'était la saison des jeunes. Vous aurez beaucoup d'invités jeunes. Donc, il est là, il est présent à côté. Il m'a accompagné. Il a voulu accompagner sa maman. Et il est sage. Hein? Et il est sage. Mais c'est vrai qu'il s'exprime aussi. Donc, vous allez forcément l'entendre à certains moments. C'est ça aussi la transparence. La jeunesse qui s'exprime. Alors, pour résumer, on parlait de voyage, du fait que, bon, peut-être que dans la conscience populaire, on se dit que l'Africain n'aime pas explorer, n'a pas le gène de l'explorateur. Mais, comme tu l'as dit, ça dépend des raisons. Peut-être que c'est parce que nous, on a des communautés, des tribus qui sont nomades, mais qui se déplacent
d'état en état, de zone en zone, pour des objectifs bien spécifiques. La communauté, la famille, se nourrir, faire paître son bétail, trouver à manger. Il faut des raisons. Peut-être que c'est différent des Occidentaux qui le font pour le plaisir personnel, pour la découverte. Pour la découverte. Et pourtant, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Bien sûr. Mais on est juste... je veux dire, je pense que ça vient du fait que tel qu'on grandit communautairement, on se trouve des raisons de ne pas se séparer des siens juste pour explorer. Parce que tu imagines si... à l'époque, hein, quand nos parents peut-être avaient 11 enfants, comment tu vas prendre tout cela pour aller en exploration gratuite? Il faut nous expliquer, mais voilà. Mais ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que les temps ont changé. Comment on arrive à faire quelque chose, comment on arrive à se défaire des choses qui ne nous servent pas forcément. Donc, c'est vrai que je pense que si les gens me voyaient juste voyager à vélo sans parler, là, ça n'allait pas les déranger. Mais on met de la visibilité dessus pour dire que on peut le faire. Et là, tu as des gens qui s'offusquent. Ah, mais non, elle n'a rien à faire. Mais pourquoi? Mais comment ça va sauver le monde? Mais alors que on a le pouvoir de le faire. Il y a un message derrière de dépassement de soi qui nous apprend tellement sur nous, qui nous dit, et c'est pour tous les domaines. Je suis entrepreneur dans un tel domaine. Allons sur des trucs plus terre à terre. Je dirige une cabine. Comment je me dépasse? Comment je fais mieux? Comment je développe ce business? Comment je développe ça? Plutôt que de faire ça comme si, me contenter de ça. Me contenter de ça, ou bien c'est une fatalité, ou bien voilà, c'est parce que j'ai eu mon doctorat en philosophie et que je n'ai rien à faire. Donc, comme je fais ça, je fais pitié. Why? En fait, pourquoi en fait? Pourquoi? Tout mon questionnement qui veut se sortir de ces limites-là, c'est ça. Quand je pense à la tante qui me vendait pain, condiments pour aller à l'école. Tanti Célestine qui était au quartier de Marcory là-bas, Marcory quartier maudit. Et la tanti, pendant tout le temps que j'ai grandi, c'est son même petit psychobois, petit truc en bois bizarre là, qui est resté toutes ces années. Je dis pas que c'est facile pour elle de pouvoir changer les choses. Mais comment on fait pour changer les gens? Quelle est notre volonté même de se dépasser? Où ça y est? Moi, je vois pas. Tu vas voir une tanti que tu connais qui vend tomates sur la route. Tu as parti, tu as revenu 15 ans après, 20 ans après, 30 ans après. La tante est sous son parasol en train de vendre la tomate. Mais elle a enseigné quoi à ses enfants qui sont partis à l'école, qui sont revenus et puis qui peuvent aider à changer les choses? C'est mon questionnement, en fait. Si on veut finir la pauvreté, là, c'est pas UNICEF qui va venir tout finir. Nous, on fait quoi? En tant que citoyen, je suis assis chez moi. Je fais quoi? Et c'est ça la question à se poser pour chacun. Pour moi, le dépassement de soi, là, c'est ça. Comment j'aide? Comment je participe? Et de plus en plus, une question qui me frustre un peu, c'est le fossé qu'on a entre les personnes qui sont privilégiées et les personnes non privilégiées. Aujourd'hui, nous, on est un peu en cercle. Moi, je me considère comme très privilégiée parce que même si c'est vrai que j'ai grandi d'une famille modeste, je n'ai pas été à Harvard, je n'ai pas été dans des écoles prestigieuses, mais j'ai eu le privilège d'avoir accès à des programmes qui m'ont donné accès à beaucoup plus de connaissances, à un réseau tellement large sur lequel je peux, tu vois, sur lequel je peux compter quand je fais une levée de fonds, des choses comme ça. Mais la personne qui est là-bas, qui est un jeune, par exemple, qui n'a pas d'éducation, qui fait apprenti Gbaka et qui est regardé un peu de haut par la classe supérieure, à quel moment on se rencontre et puis on parle de solutions pour un même pays dans lequel on vit? Parce que c'est comme si souvent on ne vit même pas dans le même Abidjan. On vit dans le même parallèle. Oui. Pourtant, on est dans le même Abidjan. On est en train de parler de unité africaine, mais il n'y a même pas unité citoyenne déjà d'abord. Donc, il faut que, pour les solutions qui viennent, pour les entrepreneurs qui développent de nouvelles solutions, souvent, on est tellement dans un carré aussi à se connaître entre nous, à vouloir résoudre des problèmes de gens qu'on ne connaît pas. Oui. Parce que si je veux résoudre le problème du jeune qui fait Gbaka là-bas, est-ce que je connais son problème? À quel moment je suis allée découvrir? C'est vrai qu'il y a des enquêtes, mais combien d'enquêtes même sont faites dans nos réalités? Oui. Donc, voilà toutes mes choses à dire. Plein de choses que vraiment d'inégalités que moi qui me pèsent. Et puis, je me dis, mais à quel moment on s'en sort, en fait? L'Afrique dont on rêve, on sait qu'on Jafoul, on peut arriver là. C'est l'Afrique qui doit dépasser ses limites. C'est comme ça. Tu le fais avec ce message, parce que c'est symbolique. Moi, je considère que ce que tu fais avec ces voyages à vélo à travers l'Afrique, avec ce message que tu as derrière, c'est symbolique. C'est pour dire, si moi, je peux le faire, comme tu l'as dit, si moi, Yasmine, je peux le faire, me lever, traverser la Côte d'Ivoire et faire plus de 1000 km à vélo, vous pouvez aussi le faire à votre manière, dans votre vie. C'est ça.
C'est-à-dire que si au quotidien, dans ton travail, tu te sens limité parce que tu as peur de prendre des initiatives, tu as peur de demander, tu as peur d'oser. Quand tu me regardes chaque jour pédaler, tu dois te dire, ah oui, elle me donne envie de me dépasser, d'aller au-delà. Dans ta communauté, s'il y a un blocage dans votre communauté, dans ton quartier, sur des problèmes d'environnement ou d'autres choses, tu peux te dire, ah mais il faut que je puisse dépasser mes limites pour résoudre ce problème. Il y a une sorte d'image qui me vient, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... J'ai vu dans certains podcasts, même de personnes qui intervenaient pour dire en fait que, pour sortir de l'état de pauvreté, souvent tu es obligé de t'embarrasser toi-même. Quand on dit embarrasser, c'est-à-dire sortir de ta zone de confort pour faire des choses que tu n'aurais pas pu faire. C'est ça. Parce que c'est ça. Si tu ne bouscules pas les choses, tu ne bouscules pas, tu ne te bouscules pas toi-même pour prendre la parole, pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de te voir faire, tu vas difficilement sortir de ta situation initiale. Et ça, par exemple, on le voit avec les créateurs de contenu, où il va se mettre en scène, elle va se mettre en scène, mais tu n'imagines même pas la précarité peut-être dans laquelle elle vit. C'est ça. Mais cette personne est obligée de sortir de sa zone de confort, même si c'est une personne qui est timide ou autre, pour créer du contenu tous les jours, pour pouvoir passer d'un état A à un état B. C, B, et C, X, Y et Z. Et tout. Et c'est ça, en fait, sortir, dépasser ses limites et tout. C'est le message que Yasmine va envoyer à chaque fois qu'elle prend son vélo, qu'elle pédale pour faire et avaler des kilomètres. Et je pense que j'espère que vous avez compris, en fait, le message. Au-delà de tout, on n'a pas encore fini la conversation parce qu'on va continuer la conversation. On va maintenant se concentrer sur ton dernier voyage. Abidjan. Tu es parti de Korogo. Oui, de Korogo. Korogo jusqu'au Nigeria. Mais d'abord, l'objectif de ce voyage, c'était d'aller jusqu'en Afrique du Sud. Faire Abidjan, Cape Town. Dès le départ. C'est ça. Comment tu l'as préparé, ce voyage? Avec qui tu l'as préparé? Et comment ça s'est passé? Quand tu as dit qu'on va se focaliser sur... on va maintenant parler du voyage, il y a tellement de choses qui se mélangent en même temps dans mon estomac. Mais oui, donc, ma préparation, je l'ai faite avec une équipe formidable. J'ai des amis vraiment qui m'ont dit... Je me souviens de plusieurs amis qui m'ont dit « Mais Yasmine, il ne faut pas que tu ailles comme ça. Ce que tu fais là, on y croit et je pense que des gens peuvent te soutenir. Des organisations peuvent te soutenir. » Et moi, j'ai répondu « Ah, moi, je n'ai pas le temps d'aller poursuivre les organisations, en fait. Parce qu'il faut faire des courriers, il faut demander des rendez-vous, il faut avoir la personne qui peut te connecter un peu pour pouvoir mettre en lumière ce que tu as qui est un peu caché. » Voilà. Donc, je disais, je n'ai pas vraiment le temps pour faire ça. Je me consacre parce que ça demande une préparation mentale quelque part. De se laisser comme ça tout ce qu'on a, d'aller sur la route. Tu sais que tu vas aller pour longtemps. Donc, mes amis, déjà, pour le côté financier, pour pouvoir rendre le projet, on va dire, comme bancable, m'ont vraiment aidé. Une team de gens passionnés que je remercie. Et donc, il y avait un PCO, une personne chargée de partenariat, voilà. Maintenant, physiquement, j'ai fait appel à une coach qui, elle n'est pas ici. Elle vit en ce moment en Allemagne. Elle s'appelle Kadi. J'espère qu'elle va se reconnaître. On va lui faire un coucou. Alors, et puis le PCO aussi. Coucou au PCO. Comment il s'appelle? PCO, il y a la Missa. Coucou. Avec sa famille, vraiment, et toute l'équipe. Donc, Kadi, la coach, je lui ai fait appel parce que c'est une femme. Et j'étais dans une situation particulière. J'ai pas pu préparer mon voyage comme je le voulais. Je le voulais vraiment parce que... Donc déjà, j'ai préparé en faisant Abidjan-Ferké un peu avant. Donc en janvier, je me suis dit, bon, comme mon voyage, c'est en mai-juin. 2025. Voilà, 2025. Dès janvier 2025, j'avais commencé à voyager. Je me suis dit, allez, je voulais faire plusieurs petits voyages dans la Côte d'Ivoire pour me mettre en jambes. Donc Abidjan-Ferké était le premier. Et puis, je suis tombée enceinte. Et donc, j'ai voyagé, en fait, enceinte sur Côte d'Ivoire, Nigeria. Les 1000 km, plus de 1000 km, tu étais enceinte. J'étais enceinte. Donc, pour me préparer, parce que j'avais besoin d'être rassurée un peu. C'est sur le parcours que tu as découvert que tu étais enceinte. Non. J'ai découvert que j'étais enceinte en avril. Oh, OK. Alors que mon voyage était prévu pour mai.
Et j'étais déjà enceinte d'1 mois. Ouais. Et le médecin, il m'a dit, bah, si tu veux faire du vélo, il faudra attendre la fin de ton premier trimestre. Et je lui ai dit, ah, mais ouais, ça va, je ne cours pas de danger. Il m'a dit, non, après le premier trimestre, ça peut aller. Donc, j'ai fait appel à Kadi, comme je sais qu'elle est mère et elle est coach, elle faisait du bodybuilding et tout ça. Elle est ivoirienne. Et je me suis dit, bah, c'est l'Ivoirienne que je connais qui fait du sport et qui est maman aussi. Donc, je vais lui demander des conseils, en fait. Donc, Kadi, elle m'a coachée, elle m'a donné des exercices pour faire du renforcement musculaire et tout ça pendant que j'étais enceinte parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc, elle a su me rassurer et puis me donner des exercices. Donc, je n'ai pas eu une préparation intense comme je voulais. Je veux dire, faire les petits voyages en Côte d'Ivoire comme je voulais. Mais voilà, j'étais un peu au repos, le temps d'attendre que tout soit bien pendant le premier trimestre. Et puis, je me suis lancée sur le trajet. Donc, voilà un peu pour la préparation, la team et puis physiquement... Mentalement, c'était les prières. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est important. Moi, je sais que je me dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que ce n'est pas par mes propres moyens. Je me dis, Dieu, il me donne la force. Il met les personnes sur mon chemin. On ne peut pas compter à combien de reprises on a eu des gens qui ont aidé, que ce soit financièrement. Oui. Tu as traversé combien de pays? Donc, Côte d'Ivoire, Togo, qu'est-ce que je raconte? Ghana, Togo, Bénin et Nigeria. Donc, si on compte la Côte d'Ivoire, on est dans 5 pays au total qu'on a fait. On n'était pas très loin du Cameroun. Ouais. Mais voilà. Mais tu as été accueilli par beaucoup de personnes à chaque fois parce que tu as créé une sorte de mouvement, en fait. Les gens, ils te suivaient sur les réseaux sociaux. Oui. À quelle étape tu te trouvais. Et ceux qui étaient proches de toi dans ces zones-là, essaie de prendre contact avec toi pour t'accueillir. Oui. Tu as eu des comités d'accueil. Ah oui, il y a eu des comités d'accueil. Je ne m'y attendais pas du tout. Je dis, hey, mais c'est qui cette célébrité en fait? Mais ouais, j'ai été vraiment accueillie. Et surtout les communautés ivoiriennes, on fait beaucoup. On fait beaucoup. Énormément. Et je ne saurais même pas comment remercier. Depuis la Côte d'Ivoire à Korogo, les autorités locales, partir à Konga, Bondoukou. Mais on a eu beaucoup de soutien de communautés. Vraiment, la générosité ivoirienne, là, il n'y a pas son deux. Ouais, elle est inégalable. Ouais. Inégalée. Et il y a eu également les communautés nationales de ces pays que tu as visités, le Togo, le Bénin, les clubs de VTT, les journalistes et tout ça. Oui, c'est vrai. Les communautés aussi internationales, effectivement, de chaque pays, parce qu'on avait fait aussi une collaboration avec Social Change Factory, l'ONG avec laquelle j'avais travaillé, pour pouvoir faire de la mobilisation. Vu qu'une partie aussi du programme, comme j'ai dit, c'est de faire des événements, rencontrer des jeunes et leur dire, on déjà full, allez, let's go, allons atteindre nos rêves et tout ça. Donc, on organisait des événements dans des villes, donc grâce à des ambassadeurs locaux. Et comme tu as dit, les médias locaux. Bénin bouge. Yes, coucou Bénin bouge, Stevie Wallace et toute son équipe. Oui, donc Bénin bouge. Et puis après, au Togo, il y a eu des gens au Ghana, il y a eu des médias, quoi de neuf, des radios locales. Des gens qui sont mobilisés, effectivement, des nationaux qui sont en mode, mais c'est incroyable ce que tu fais, c'est super, on veut pousser. Donc oui, on a eu beaucoup de soutien dans chaque pays, vraiment dans chaque pays, chaque personne locale, effectivement. Au Nigeria, oui, beaucoup de soutien au Nigeria aussi, pour avoir beaucoup de visibilité. Vous les savez, eux, ils sont dans... Oui, dans le show. Ils sont rapides. Parce que quand tu arrivais à Lagos, je voyais plein de journalistes comme ça, avec leur micro, leur caméra. Télévision nationale. Et j'ai pu rencontrer aussi au Nigeria un homme, là, on l'appelle le guerrier du désert. Alors, il était étudiant à l'époque quand il a fait la première fois Londres jusqu'au Nigeria, jusqu'à Lagos en voiture. Wow. Et avant même qu'il y a une influenceuse qui a fait il n'y a pas très longtemps, mais voilà, lui, il avait été le premier à le faire à l'époque. Donc, lui, il était super. Il a 80 ans aujourd'hui. Ah ouais. Et pour lui, il disait que c'est trop un honneur de me rencontrer. Ah ouais. Je dis, vous allez faire, je ne vais plus me prendre pour n'importe qui ici. Mais donc, il y a eu beaucoup de mobilisation. Ouais. C'est une expérience humaine très, très enrichissante. Très enrichissante. Très enrichissante, vraiment. Qui te ramène sur terre, qui prouve qu'il n'y a pas de frontières, en fait, finalement, pour nous, Africains. Il ne devrait pas avoir de frontières comme ça. Il ne devrait pas. On a tellement à partager. À se donner. Oui, que...
C'est dommage. Et vraiment, j'espère que chacun de nous va continuer à se battre pour une Afrique sans frontières. Ouais. Déjà, il y a des pays qui ont commencé à sauter les visas. Ouais. Nice! Mais on doit en faire davantage. C'est tellement bien de se sentir chez soi un peu partout quand tu n'as pas le tracas de tout ce qui est visa à faire et tout ça. Donc, parce que, ouais, les visas en Afrique du Sud, c'est fatigant. Tout ce que tu dois rassembler pour prouver ta vie, là, ouais, oh my God, c'est fatigant. En parlant de l'Afrique du Sud, donc, comment on dit, le trajet, c'était jusqu'en Afrique du Sud. Oui. Et tu étais en pleine lancée comme ça. Tu arrives au Nigeria, à Lagos. Pour toi, tu continues ton voyage. Mais là, tu étais à combien de mois de grossesse? J'étais à 5 mois et demi de grossesse. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment précis avec tous ces kilomètres que tu avais avalés dans les jambes et la grossesse que tu portais? Oui, déjà, je commençais à ressentir un peu de fatigue quand même. Donc, j'avais diminué mes kilomètres. Donc, au lieu de faire, par exemple, jusqu'à 70 kilomètres, j'avais mis une limite. Un mois auparavant, je faisais que 50, 55, maximum 60 si vraiment on est obligé. Parce que quand j'avais fait mon planning, quand j'avais fait mon itinéraire, j'étais pas encore enceinte. Et il y a des jours où je devais pédaler 120 kilomètres et là, il fallait que je réduise. Et ça te faisait t'arrêter souvent dans un village où ça allait être peut-être un peu plus difficile de se loger. Donc, je commençais un peu à ressentir la fatigue, émotionnellement un peu fatiguée aussi parce que ma mère ne m'accompagnait plus. Pourtant, je me reposais beaucoup sur le fait qu'elle m'accompagne. Et quand j'ai su que j'étais enceinte pour moi, c'était forcément, elle m'accompagne, quoi. Si je n'étais pas enceinte, si elle me disait, je ne t'accompagne pas, ça n'allait pas me faire mal. Mais là, je me disais, il faut qu'elle soit là. Et le fait qu'elle ne soit plus là, je commençais, je pense, à avoir beaucoup de charges quand même émotionnelles. Entre les jours où tu es fatigué, les jours où tout se passe pas comme tu veux et tu te questionnes pour ton enfant, en fait, tu es en mode ah ouais, je veux m'assurer de bien manger, je veux m'assurer de bien dormir et des fois, tu n'es pas trop dans les conditions et c'était un peu énervant. Donc ouais, je commençais à fatiguer un peu émotionnellement, en vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en avais parlé, hein, ton père... sa maladie, son état de santé qui était alarmant à ce moment précis quand tu étais au Nigeria. Tu t'apprêtais déjà à aller au Cameroun, hein, après le Nigeria, c'était la prochaine étape. C'est ça. Et tu apprends la nouvelle pour ton père. Déjà, est-ce que tu es confortable d'en parler? Oui, je suis confortable. Tu apprends la nouvelle. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment précis? Donc déjà, j'ai appris que mon père, il est tombé malade. J'étais au Togo. On venait à peine d'arriver à Lomé et on était en train de planifier une séance de mobilisation communautaire avec le Lions Club à Lomé. Et là, on reçoit l'appel des voisines qui nous informent que voilà ce qui se passe. Mon père a fait une crise au moment où on ne savait pas trop c'était quoi. Jusqu'à ce que les voisins, la famille l'ont envoyé à l'hôpital et on sait que c'est un AVC. Donc, ma mère, elle est retournée directement le même jour, là, le lendemain. Vu qu'on était à 21h quand on nous a appelés, le lendemain, maman est retournée sur Abidjan et on s'est dit, bon, elle va retourner parce que les parents nous ont rassurés. Ils ont dit, bon, ça va, il est conscient, ça va, apparemment, son côté gauche a un problème. Donc, on se dit, bon, maman retourne. Et puis moi, je vais continuer comme ça va. Donc, je continue. Je me souviens que j'ai pleuré toute la nuit à Lomé, là. Et même quand je partais sur la route, j'avais le vent qui balayait les larmes. Mais je me disais, allez, ça va aller, ça va aller. Tout va bien se passer. Maman est là. On sait que maman, elle gère. You know, la go est déjà full déjà il y a longtemps. Donc, ça va, elle va gérer. Mais un jour, je reçois une vidéo. J'étais à Lagos, là. Non, pardon. On est arrivé à Benin City, au Nigeria. Et je reçois une vidéo qui est censée me rassurer que mon père va bien. Mais sur la vidéo, il est... Je ne reconnais pas l'homme que j'ai laissé 2 mois auparavant, en fait. Je l'avais déjà vu dans une chaise roulante parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Ça ne m'avait pas extrêmement choquée. Mais là, il était assis même dans un canapé. Mais il avait l'air amaigri. Et là, tout ce qui se passait dans ma tête, je ne pouvais plus contrôler, en fait, les pensées qui te viennent et qui te font te dire que qu'est-ce qui se passe si tu ne viens pas, en fait. Et on ne peut pas se battre contre ça, en fait. Surtout
si on sait que la famille, c'est important pour nous, après, chacun de nous, on a des valeurs différentes. Mais j'estimais que ce que j'étais en train de faire n'était pas au-delà de ce que ma présence peut apporter à ma famille en tant qu'aînée, en tant que... Comme j'ai dit, je ne suis même pas en train de faire un projet qui me faisait gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Ma chérie, tu fais quoi? Donc, je me suis dit, mais je peux pas être sur la route, là, en fait. Mentalement, je ne pouvais pas continuer. Ça, je ne pouvais pas. Le câble de frein, le câble de je ne sais pas quoi, là, était coupé dans ma tête. Je me suis dit, allez, je reviens à la maison. Et ouais. Et tu es revenue à Abidjan? Je suis revenue à Abidjan. À ce moment, tu as fait même un message pour oui, j'ai fait un message. J'ai eu beaucoup de soutien. Les gens m'ont encouragée. Ils m'ont dit, ah, vraiment, on est fiers de toi. Et mon père m'a dit qu'il est content que je sois là. Il me remercie quasi tous les jours. Il me dit, merci d'être là. Comment il va? Ça va mieux. C'est lent, c'est frustrant. Mais il est fort. Ça, c'est la force qui nous tient aussi. Parce qu'il ne se laisse pas aller par ça. Mais moi, je me demande si j'étais à sa place, comment j'aurais réagi. Parce que tu es totalement indépendant. Et aujourd'hui, tu es dans une situation de dépendance où tu ne peux rien faire toi-même. Ça, déjà, c'est trop difficile, en fait. À son âge, surtout, je veux dire. Et c'est un homme. Et on sait la pudeur qu'il y a dans notre éducation. Mon père, en plus, il est Djoula. Donc, c'est genre... Il est Odineka, non? Non, il est Koyaka. Koyaka, OK. Et en fait, dans l'éducation que lui, il a reçue, c'est un peu de distance quand même avec les enfants. Il nous a éduqués un peu autrement, mais je veux dire, il y a cette figure paternelle présente là, avec beaucoup de pudeur. Et là, on brise beaucoup de barrières dans un état comme ça, en fait. Et on accepte, on apprend. En fait, j'apprends beaucoup de choses aussi. Et puis, j'apprends à apprécier. Ça fait que là, pour mon anniversaire, que j'ai fêté il n'y a pas... mes 35 ans que j'ai eu il n'y a pas longtemps, là, je n'ai pas eu envie de fêter. J'étais vraiment comblée par un sentiment de reconnaissance d'avoir la présence de mes parents. Et pas autre chose. J'étais reconnaissante d'être là. C'est ça, c'est la présence de l'assistant du petit Noah. Soyez honorés de l'avoir. Exactement, c'est rare. Donc, c'est un apprentissage aussi en soi. En fait, c'est une phase à traverser au milieu du projet comme ça qui me fait me dire aussi, qui te fait te mettre en face de quelque chose. Mais c'est quoi l'échec? C'est quoi la réussite de quelque chose? Est-ce que c'est vraiment un échec? Comment on transforme ça avec cet esprit dont je parle de dépassement de soi, de Wiri, qui est le nom du projet pour dire debout? Comment je me lève au milieu de ça, en fait? Et c'est tout un parcours, quoi. Et puis, au milieu de ça, tout le stress que ça a été de voir mon père depuis que je suis arrivée. J'ai perdu l'enfant que je portais. À ton retour? Oui, à mon retour. Je suis rentrée à Abidjan le 22 août. Et en septembre, pareil, un mois après, j'ai perdu l'enfant. Donc, pourtant, j'allais bien en route. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins n'ont pas pu expliquer. Il n'y a pas eu de cause, je veux dire, c'est pas lié à mon voyage. Ça, mes médecins ont confirmé. Mais est-ce que j'ai eu une petite infection en revenant, une infection alimentaire? On a fait les examens, on n'a pas pu tracer la cause. Donc, moi, je me suis dit peut-être que c'est tous les coups émotionnels. Mais voilà. Comment tu l'as vécu ce moment? C'est difficile. Hein. Déjà, c'est une grossesse qui est venue difficilement, dans un contexte difficile. Compliqué, oui. C'est pas une grossesse que j'avais planifiée. Donc, j'ai été irresponsable. Non, pas du tout. Un peu. Bon. Je suis sortie avec quelqu'un qui m'a même menacée, qui a voulu que j'avorte, en fait. C'est extrêmement grave. Oui, qui a menacé ma vie avec vraiment des menaces dures, des menaces du style faut savoir où tu roules à Abidjan parce qu'un accident, ça arrive vite. Ton enfant, il peut être enlevé.
Donc, moi, je te conseille même pas de le garder. Alors que c'est son propre enfant. Alors que c'est son enfant, alors que l'acte s'est fait à deux. Ouais. Personne n'a été contraint. Personne n'a été contrainte de ne pas se protéger. Ouais. Donc, désolée, je suis crue. C'est un choix à deux. Voilà, mais... Déjà, j'avais cette pression-là aussi. J'avais cette pression-là. Ça a été un choc. Pour moi, qui suis une super optimiste, en mode, le monde... C'est toujours de bonne humeur. Voilà. Ouais. Faire face à... La noirceur. À la noirceur, là. Ça a été le plus gros choc de ma vie jusque-là, en fait. Parce que tu te dis pas qu'à un moment donné, quelqu'un peut faire ça. Ouais. À quel moment, en fait? De menacer toi et de menacer ton enfant, votre enfant. Donc, je suis dans cet état-là, mais je décide que je me bats pour l'enfant. Parce que mes croyances, je me dis, je ne veux pas avorter, je veux donner de l'amour à l'enfant qui vient. Parce qu'une vie, voilà, j'ai envie de l'accueillir. Dans mes principes, je sais que je n'ai pas envie d'avorter. Mmh. Et tu l'aimais déjà, cet enfant? C'est ça. Pour moi, ça n'a même pas été une question qui se pose. Certes, je ne l'attendais pas. Et puis, voilà, cette relation, vraiment, c'est une relation qui c'était pas une longue relation, en fait. C'est une relation qui est arrivée comme ça. Rapidement, on a rompu parce que, voilà, on ne se voyait pas continuer. Donc, je ne voyais pas du tout la personne comme potentiel père de mes enfants. Pour moi, c'est même pas un rêve. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et c'est pour ça que je dis j'ai été irresponsable parce qu'il me revenait aussi à moi de savoir comment me protéger, en fait. Donc, me retrouver dans une situation comme ça, moi, tout de suite, je me dis, je protège l'enfant. Et puis, si c'est arrivé, il y a une raison. Mais je me renseigne pour être sûre que mon voyage ne va pas lui faire de mal. Donc, je l'ai protégée tout le temps. Ça a été ma compagne. C'était une fille. Elle avait 6 mois et demi au moment de ne plus vivre. Et voilà, sur la route, je lui parlais. Et puis, pour moi, je construisais aussi une histoire forte pour elle, en fait. Pour lui dire qu'une femme dans ce monde-là, c'est la force aussi. C'est la force, c'est la liberté de faire ce que tu veux, de faire, d'arriver à monter les échelons que tu veux et puis d'arriver à réaliser tes rêves. Donc, j'étais déjà fière de devenir maman. Je me racontais une histoire intéressante de cette fille. Je lui trouve... Je me disais que j'allais lui percer les oreilles avec le nombre de pays que tu as traversé. Et donc, avec ma maman, on discutait. Elle disait, mais non, fais-lui 2 d'abord. C'est ça. Mais, donc, ça a été difficile de la perdre. Mais je me suis dit, il y a une chanson qui dit « Heaven couldn't wait for you ». Donc, le ciel ne pouvait pas attendre de t'avoir. Je me suis dit, elle allait recevoir beaucoup plus d'amour, beaucoup plus pur là où elle s'en va. C'est ta protection aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Elle est avec toi. Elle est toujours avec toi. C'est mon petit ange. Elle fait des commissions à vélo là-bas dans le ciel, je me dis. Tu as passé, tu penses que tu continues à te reconstruire de toute façon? Oui, je continue à me reconstruire. Tu ne te mets pas de pression? Non. Et je m'accroche à ce qui est fort et positif. Je m'accroche à ma foi. Oui. Je me dis que c'est Dieu qui décide de qui vit, qui ne vit pas. Donc, lui seul sait mieux. Et voilà, j'espère avoir l'expérience de fonder une famille. Et tu l'auras. Voilà, avec ma moitié qui viendra. Et il sera là. Merci. Il sera là. Mais sacrée année, quoi. Forte en émotion. En fait. Forte en émotion, en challenge aussi. Ça. Et comme tu le dis, rien n'arrive au hasard. C'est certainement le chemin par lequel tu dois passer pour devenir la Yasmine qui doit être dans 5-10 ans. Et je pense que ce qui m'aide aussi à tenir, je pense, le fait de m'être écoutée. Je sais que voyager n'a pas été une décision irresponsable parce qu'il y a une femme au Nigeria qui a pu percevoir ma grossesse et elle me voit, je partais acheter à manger et elle me dit « Are you pregnant? » Donc, tu es enceinte? Je dis « Yes. » Elle dit « Why would you do this to yourself? Pourquoi tu vas te faire ça, en fait? Pourquoi tu vas te maltraiter? » Et j'ai ri, je n'ai pas su quelle réponse lui donner. Mais je lui ai dit non, c'est un projet, c'est vraiment pour encourager les jeunes à savoir qu'on peut atteindre ce qu'on veut réaliser. Et voilà, même enceinte, j'ai pu voyager. Quand les médecins ne savent pas du tout quoi faire avec, je veux dire, tous les gynécologues que j'ai rencontrés sur la route, parce que je faisais mes check-up, et ils étaient en mode, mais en fait, je ne pense pas que tu devrais, mais il n'y a pas de chiffre vraiment dessus, il n'y a personne qui peut nous dire. Et moi, j'étais en face d'un médecin au Ghana qui a su m'écouter, j'étais contente.
Il me dit, mais en fait, tu ne devrais pas faire ça. Je dis, je vous entends, mais je ne vais pas arrêter de le faire. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que je dois éviter. C'est ça. Parce que quand je suis sur une route qui est mauvaise, je me dis, est-ce que je fais du mal à mon enfant? Il dit, non, tu ne fais pas du mal à ton enfant. À ce stade, même ton enfant ne sent pas tant quand tu es sur une mauvaise route et tout ça. Mais quand tu seras à 8 mois, quand tu seras à 7 mois, tout bumps, like, tout creux que tu vas faire, ça va fatiguer l'enfant parce que là, il sentira, il sera plus gros, il sentira. Mais je veux dire, eux-mêmes, les médecins auxquels j'ai fait face, n'avaient pas de réponse à me donner en tant que tel. Ils n'ont pas l'expérience de ça. Donc ça nous met en face d'un cas de figure aussi qui est que comment est-ce qu'on arrive à orienter des femmes qui sont dans le sport, par exemple? Oui, parce que les femmes, les athlètes de haut niveau qui sont enceintes, qui continuent à faire du sport, du bodybuilding, qui continuent à faire du tennis et autres et tout ça. Et un des exemples que moi, je me suis donné, je me suis dit, nos grands-mères qui sont au campement... Ah, qui soulèvent les fagots, qui marchent les kilomètres tous les jours. Si elle ne fait pas, qui va faire pour elle, en fait? Donc, je me dis, mais si on a ça, à quel moment, moi, je n'ai pas le droit de faire quelque chose comme du vélo, en fait? Et sur la route, bah, j'ai rien eu. J'ai pas eu de saignement. J'ai pas eu de maux de ventre. Elle bougeait. On vivait. Et puis, bah, voilà, je suis venue et souvent, je me dis, bah, peut-être que j'aurais juste dû continuer, en fait. Mais après, avec des si, des peut-être, on va faire des choses, on sait jamais. Mais voilà, pour dire qu'il y a des possibilités. Et ça montre encore ce truc de pas de limite à ce qu'on peut réaliser. Parce que souvent, on se cantonne dans des limites, on se dit, je peux pas faire. Et vraiment, quand moi, j'ai appris que je suis enceinte, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire que je dois pas voyager? Ça a été mon questionnement personnel. Je me dis, mais est-ce que c'est ça que ça veut dire, en fait? Et le jour où je dois démarrer à Korogo le 21 juin, j'ai un palu. On m'hospitalise. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ainsi? Est-ce que tu me dis de rester là? C'est ça, mais le Seigneur m'a montré tellement d'autres signes pour me dire, je t'ouvre la porte que pour moi. Je me suis dit, bah, je m'écoute, j'écoute ce que je ressens. C'est dur à discerner, mais Seigneur, j'observe. Si tu m'ouvres des portes, je vais savoir qu'elles sont ouvertes et que tu me donnes ton OK. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je pense que le fait d'avoir ce réconfort-là, de mes parents qui ont été là à tous les niveaux, des amis qui savaient, qui ont été là à tous les niveaux, ça me fait me dire simplement, Seigneur, merci pour ce que tu me permets d'avoir cette sécurité-là. Ça aurait pu être différent. J'aurais pu, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, voilà. Mais je suis aujourd'hui dans un état où je bénéficie de tellement de personnes présentes pour moi que je ne peux que m'accrocher à ça et être positive, quoi. C'est très positif. Merci. Je pense pas que beaucoup d'autres femmes auraient pu tenir dans cette situation, mais tu gardes le sourire, tu es forte. Je sais que tous les combats intérieurs par lesquels tu passes, c'est pas du tout évident. Mais cette lumière qui est en toi, qui rayonne, continue de rayonner à chaque fois. Je sais que tu vas aller au-delà de tes rêves, de tes objectifs, de tes ambitions, et que tu inspires beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes qui voient à travers des challenges, des possibilités, d'eux aussi, de pouvoir se dépasser. Et que toutes les épreuves par lesquelles tu passes sont certainement des chemins par lesquels tu dois passer pour devenir la femme que tu dois être plus tard. C'est difficile, c'est dur. On peut difficilement se mettre à ta place, mais je pense que quand tu es seule avec toi-même, tu comprends pourquoi et comment. Et tu sais où ça va te mener. Et pour quelles raisons tout ça va te mener. Et moi, je suis très fière de toi. Merci. Je suis très fière de ce que tu as accompli. Je pense que, comme je te disais, moi, faire 1 kilomètre, 2 kilomètres, je ne peux même pas m'imaginer, mais a fortiori, faire 1000 kilomètres, c'est énorme. Tu n'imagines pas les choses par lesquelles tu passes et les limites que tu dépasses à chaque fois, en fait. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci. Tu as tout mon soutien, tous mes encouragements, et je sais que tu vas aller encore plus loin, plus loin, plus loin, et que tu feras ce voyage à Cape Town, que tu vas... ce jour-là, embrasser même le sol, se dire oui, je suis arrivée. Vraiment. Et faire encore d'autres challenges. Merci. Merci. Avant-dernière question. D'où te vient toute cette positivité que tu as en toi, cette force? Comment était la petite Yasmine dans son enfance? Est-ce qu'elle était toujours cette petite fille joviale ou bien tu étais timide? Comment tu as vécu ton enfance? D'où tu viens? Oui. Et est-ce que tu as des frères et sœurs?
Donc, j'ai grandi à Marcory. Donc, j'ai un petit frère, Ismaël. Coucou Ismo. Coucou Ismo. Oui, c'est mon inspiration. Vraiment, c'est... Ah, il sait me booster. Hein. Ouais. Il est fort. Ah. Lui, il est fort. Ouais. Il est fort. Donc, Ismo, il y a 8 ans entre nous. Donc, moi, je suis née en 90, lui en 98. Mes parents, à l'époque, vivaient à Marcory. Donc, dans un studio, là, dans une cour commune. Ah. Donc, j'ai grandi à Marcory. Là, je suis restée là jusqu'à ce que j'ai 9 ans. Okay. Donc, on est resté là-bas, dans la cour commune, où mes voisins... Il y avait tonton Masta qui venait du Ghana. En fait, on était un peu le voyage que je fais là. OK. Parce que... C'était lui et moi qui était là. C'est ça, c'était lui et moi. Donc, il y avait tonton Masta du Ghana. Il y avait aussi tante Suzanne qui était originaire du Togo. Et puis, d'autres Ivoiriens, une tante Baoulé là. Vous savez, les tantes Baoulé qui aiment bien critiquer là. Allez, tante Christine. Mais voilà, et pour moi, je grandis dans cette cour-là. Moi, je dis... En fait, on appelle ça la pauvreté, hein. Mais moi, je trouve que c'est un nom que les gens ont fixé pour encore donner une étiquette et des barrières aux gens. Moi, je ne me sentais pas pauvre en grandissant. C'est vrai que la société te ramène après une image de ça. Mais je me sentais être quelqu'un qui est dans une grande maison. Enfin, c'est comme si toute la cour là nous appartenait. C'est toute ta famille. C'est ça. Ouais. C'est toute ma famille qui est là. Grâce à tante Suzanne, j'ai appris un peu mes premiers mots togolais. J'ai appris à manger de dokounou. Et puis, je partais chez elle, ses filles, c'était mes grandes sœurs. Donc, voilà ce dans quoi j'ai baigné. C'était beaucoup d'amour. Dans cette cour-là, beaucoup d'amour. Sans oublier l'amour protecteur de ma mère. Ma mère, c'est une mère poule, quoi. Ouais. Et elle a été beaucoup protectrice. Donc, moi, je suis réservée comparée à ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui sait dire ses vérités comme elle les pense. Donc, c'est vraiment la leader qui, moi, dans ma vie, m'a montré le chemin, m'a montré que la définition de la femme, c'est être une femme forte, en fait. Et donc, elle me racontait des histoires pour dormir, genre les histoires des contes des Blancs, là. You know, les Blanches-Neiges. Cendrillon, voilà, on lisait beaucoup ensemble. Ouais. Et puis, moi, mon matelas était posé à côté de leur lit dans la chambre, là. Ah, et on se tenait la main. De tes parents. Le lit de mes parents. Le lit de tes parents était collé à votre... À mon matelas. C'est juste à côté. C'est ça, mon matelas était en bas par terre. Ah ouais. Et donc, elle me tenait la main les soirs comme ça. Et on chantait, genre, des petites chansons pour s'endormir. J'ai grandi dans beaucoup d'amour de mes parents. Mais comme je dis là, il y a quand même ce truc de la société où tu sens que tu n'es pas trop à ta place, façon... Ouais. Mes parents, je me souviens, mon père m'avait mise dans une école, enfin, les Minimes à Marcory, qui était une école quand même, comment on va dire ça? Une bonne école, quoi. Une école privée. Une école privée. Donc, avec des gens qu'on venait chercher en voiture, qui prenaient le car. Donc, ils se sont sacrifiés pour que j'aie tout ça. Quand ils n'ont pas pu, je marchais souvent. Mais souvent, tu as les moqueries des camarades qui peuvent peuvent frustrer. Je me souviens marcher souvent devant des boutiques de chaussures où je me dis, c'est pas trop pour moi. Donc, je connais un peu le sentiment qu'on peut avoir de l'exclusion, de pas appartenir à certains cercles. La frustration. Oui. Et pour moi, c'est pas un sentiment que j'ai envie que les gens connaissent. C'est pour ça que j'aime être un peu, si tu veux, le pont entre races. Quand là où je travaille, j'ai une facilité à connecter souvent avec des Occidentaux par rapport aux activités que je fais, des choses comme ça. Et j'aime que ça se rencontre plus parce que je me souviens que dans mon cadre de travail, souvent, tu as les Occidentaux qui mangent à part, les Noirs qui mangent à part. Ils font pas exprès parce qu'ils n'ont pas d'autres sujets. Les sujets des discussions sont pas pareils. Ouais. Mais comment on fait pour essayer de creuser un peu, de créer vraiment le mélange? Ça, c'est quelque chose que je recherche. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis dans cette réflexion de mais comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les personnes qui sont pas assez privilégiées aient l'accès à ce qui leur est dû, en fait, parce qu'on a droit à tout, à l'éducation de qualité, on a droit tous à ça, en fait. Et comment on arrive à le faire et comment on arrive à vraiment fermer le fossé qu'il y a entre nous. Donc voilà un peu comment j'ai grandi à Marcory, mais vraiment joyeusement. J'avais des cousins à Port-Bouët que je partais voir, donc c'était beaucoup d'amour. Ouais. Et quand je suis arrivée à Ferké, j'ai eu la liberté d'explorer. J'étais dans un établissement. Vous êtes allée à Ferké après? Ah oui, parce qu'on a affecté mon père qui travaillait dans le service public. Donc, il était affecté à la mairie de Ferké à l'époque. Il devait être chef des services de la mairie. Donc, on va à Ferké. J'ai 10 ans, 11 ans et j'ai mon vélo. Je vais un peu partout. Là-bas, il y a une maison plus grande parce qu'à l'intérieur du pays, même avec 100 000, tu peux avoir 3 chambres salon. Oui, oui. Voilà, donc on a une grande maison.
on peut se pavaner, on peut courir partout dans la maison. Je suis dans une école où j'apprends à faire du volleyball. J'apprends des choses qui illuminent mon esprit. Et pour moi, je sais pas, c'est un peu la récréation, quoi. Pour moi, faire du sport, c'est la récréation. Parler anglais, être dans un environnement où on arrive à explorer des choses, en fait. Donc, ça, c'est comme ça que je grandis. Mais quand même, en ayant le regard sur l'inégalité, en fait. Oui. Quand j'arrive à Ferké, je vois que c'est pas pareil qu'à Abidjan. À Ferké, on est loin de beaucoup plus d'opportunités. Genre, il n'y a pas de sortie. À Abidjan, par exemple, on peut faire une sortie, on va dire, pas visiter le musée de nanana. Bon, à Ferké, je me souviens qu'on l'a fait, j'étais en première, on a visité des écoles de formation professionnelle et technique, mais, ou bien d'autres sorties aussi, détente, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas cette même chose-là qu'à Abidjan, où vous allez faire de grandes journées portes ouvertes, vous allez visiter des choses qui sont vraiment développées, des industries. On n'avait pas ça à Ferké. Et là, je me dis, mais il y a ce que des gens à Ferké, là, n'ont pas. Moi, je me sens même pas trop comme... Je me sens là même privilégiée parce que je fais le va-et-vient, parce que ma mère, elle reste à Abidjan parce qu'elle travaille. Donc, je fais l'aller-retour entre Abidjan et Ferké. Et tu as un peu vu même comme l'Abidjanaise. Et les gens de là-bas se voient eux-mêmes peut-être un peu moins que toi. Et c'est pas normal. Ouais. Et donc, tu vis cette enfance, cette adolescence avec tes parents jusqu'à ce que tu accomplisses aussi d'une certaine manière tes rêves. Tu vis ta vie en tant que Yasmine et tout. Et là, aujourd'hui, ces 35 années que tu as vécues, comment tu pourrais les résumer avant de passer à la prochaine étape? Oui. Déjà, tu me parlais de la positivité que j'ai, que je suis contente d'avoir, mais qui fait que souvent, ça peut masquer un peu, c'est pas intentionnel, mais ça peut masquer ce qui fait mal, les choses à dire que vraiment j'ai envie de dire de façon... J'accumule beaucoup de choses. J'accumule beaucoup. Je pense que le vélo me fait ressortir beaucoup de ça. Donc, j'ai ma manière de me décharger, mais j'accumule beaucoup. J'essaie de ne plus le faire, de plus dire ce que je pense, plus parler de ce qui, comme tout à l'heure, on a parlé d'un épisode de ma vie que, honnêtement, il y a 2 ans, j'aurais pas eu le courage de verbaliser si facilement. Donc, 35 années de, comment je vais dire ça, hein? De quelqu'un qui essaie, de quelqu'un qui essaie. Genre, je ressens des choses, je suis fière d'essayer ce que je ressens. Je ressens que je veux faire un voyage à vélo, ben, je veux explorer ça. Je veux savoir ce que ça va me faire. On a notre invité, notre assistant Noah. Alors, 35 ans, une personne qui a certes conscience de limites, mais qui a envie de se dire, mais non, les limites, c'est rien. On va les casser. On va les détruire. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour grandir. Tu sais, je ne sais pas si tu vas te souvenir de cet épisode-là. Toi et moi, on était à Ecobank au Plateau. Le siège qui a ouvert l'immeuble, là, qui était nouveau à l'époque. On était à People Input, donc on était en 2015 peut-être. Oui, dans mon ancienne agence, People Input, agence de communication digitale que j'ai dirigée. Et Yasmine travaillait pour moi à l'époque. Donc, on était là. Et puis, je te disais, vraiment, genre, j'essayais... J'avais ce sentiment-là de faire quelque chose. Je voulais donner des cours d'anglais gratuits dans les écoles. Ah oui, je m'en avais parlé. Oui, si. Et à l'époque, je te disais, je sens que j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas comment je vais faire. Et tu m'as dit, mais lance-toi. Genre, toi, tu as lancé ça. Moi, c'est normal, lance-toi. Genre, lance-toi. Je dis, mais comment toi, tu fais tout ça pour essayer des nouvelles choses? Parce que tu sais, Edith, je te disais que je suis une fan et c'est la vérité. Pour moi, tu es une grande sœur. Enfin, tu sais toujours que je te fais des compliments. Ils ne sont pas faux. Ils sont très honnêtes. Tu es une icône, ma sœur. Amdoula. Yeah. I mean... Bon, mais il faut pas au courant de ça. Non, faut être au courant. You need to be. Yeah. Iconic. Aïe, absolutely. Yes, Noah. Iconic. Donc, et c'est vrai, je le dis parce que tu représentes une inspiration. Tu représentes une femme que j'ai vue grandir. J'ai vu pousser les limites dont je parle là. Je t'ai vu faire des choses et me dire que ah, mais ouais, Jafoul. You know? Ouais. Et on a besoin de ça, en fait. On a besoin de plus d'exemples. On a besoin qu'une jeune fille qui est loin là-bas, qui n'a pas accès à Edith,
qui a accès à sa maman, mais que sa maman ne va pas sortir dans Forbes, mais qui doit savoir qu'elle peut faire plus que Forbes. Ouais. Et là, tu le fais aujourd'hui, toi, en dépassant tes limites. C'est ça, j'essaie. La relève, elle est assurée parce que tu montres que c'est possible. Mais en fait, j'ai pas l'impression que la relève est assurée parce que je trouve qu'on doit être beaucoup plus nombreux à faire. Ouais. Tu vois, genre, on doit avoir 25 Jamo en Côte d'Ivoire seulement. Mais je pense que en fait, tout se fait par étapes. Par étapes, c'est vrai. Un pied, un pas, l'un après l'autre, au fur et à mesure, avec des impacteurs comme toi, des impacteurs comme Jamo, Régis Bamba, Hassan Bourgui, Push, Steven Bedi et tous ces autres, Cathy Bamba, plein d'autres. Non, c'est vrai, ça se fait. C'est vrai que des fois, la personne pressée en moi, en mode faut faire plus. Faut faire plus et puis il faut arriver à joindre ceux qui ne sont pas au courant que ça se fait. Parce que oui, ça se fait. Tu sèmes les graines, tu ne te rends pas compte, mais tu sèmes des graines. Ouais. Et quand les graines sont semées, ça prend du temps pour pousser. Et ça pousse en silence. Nice. Et puis quand tu te réveilles le matin, tu vois que ça a poussé. Oh, c'est beau ça. I love it. Yeah, je suis là pour ça. Donc, pour inspirer. Donc voilà, je pense que j'ai perdu le fil de la question. En fait, la question, c'était juste résumer tes 35 ans de donc, vie. 35 ans d'espoir. Ouais. 35 ans de force qui est en mode pour les prochains 35 là. Exactement. On va tout déjà full. Donc, 35 ans de construction, voilà, de réaliser que je suis sur cette terre, il y a une raison et il y a des choses à faire. Il faut le faire, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment écouter son cœur. Le passage à l'action, c'est ça. Écoute ton cœur. Il n'y a personne mieux que toi. Moi, je suis convaincue que chacun de nous, on a ce qu'il faut en nous pour réaliser ce qu'on est censé réaliser, l'impact qu'on est censé réaliser. Mais il faut le faire. Je parle à la jeune fille qui peut-être pense qu'elle peut compter seulement sur sa beauté, se dire, je suis belle, allez, je vais faire des vidéos juste de moi sur TikTok et il n'y a rien derrière. Mais comment tu prends ce que tu as là? Il y a quelque chose forcément en toi qui veut faire plus. Ouais. Comment tu écoutes ça et puis tu fais ce plus? Et c'est de ça dont on a besoin, en fait, pour construire l'Afrique là. Avec tous les kilos de problèmes qu'on a, qu'on doit résoudre. Là, on a besoin de la main de tout le monde. Et en chacun de nous, il y a ce qu'il faut. Mais il faut être honnête, en fait, pour se dire, j'entends ça. C'est pas commun. J'entends que je dois faire du vélo. Il n'y a personne qui fait ça. Mais comment je fais ça pour impacter? Je sens que je peux. Je fais ça comment? Je ne sais pas comment, mais j'écoute ce que je sens dedans et puis j'y vais, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment d'être honnête, de s'écouter et puis d'aller réaliser ce qu'on a réalisé. Parce qu'on déjà full. Parce qu'on déjà full. On déjà full. Et tu vas déjà full encore. Aïe. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Nice. Bon, c'est plein de belles choses. Déjà, je pense que d'ici à ce que l'épisode soit diffusé, je serai livreuse à vélo. Okay. Je vais commencer un petit projet là, qui est dans le projet Wiri. D'accord. Donc, Wiri, c'est Debout Anjoula. C'est le projet de Côte d'Ivoire, Afrique du Sud à vélo. Et comme là, il est en pause, et comme je parle de passage à l'action, voilà, il faut transformer les petites limites là en quelque chose de positif. Donc, c'est vrai que je peux être là à me prélasser. J'aime me prélasser et faire mes Netflix et tout le temps. Ouais. Voilà. Mais je suis en mode, allez, Yasmine, on passe à autre chose. Donc là, je me dis, j'ai envie de faire ce projet où je veux montrer à chacun qu'il n'y a pas de saut métier. On peut avoir accès à un peu plus. Peut-être que je suis là, je peux avoir accès à un vélo, mais je ne sais pas à quoi ça va me servir. Peut-être que ça peut me donner de l'argent. Oui. Comment je fais ça? Donc, c'est pour attirer un peu l'attention sur ça. Mais attirer l'attention des décideurs pour dire que on a besoin d'investir dans des solutions qui aident les jeunes aussi à penser à comment ils peuvent se débrouiller, même pas comment ils peuvent se débrouiller, comment ils peuvent mieux s'épanouir. Oui. Donc, si je suis livreur à vélo, j'ai besoin qu'il y ait des pistes cyclables. Donc, voilà, pour pouvoir mieux prendre les commandes de mes des petits frères. C'est ça, des gens qui vont dire « Allô, je veux ça ». Donc, voilà, plus d'investissement pour avoir des pistes cyclables, on en a besoin pour le transport vert, pour plus d'impact positif, pour une Afrique verte. Donc, voilà ce que je vais faire. Et en même temps, je continue à me préparer pour voir comment j'arrive en Afrique du Sud bientôt. Et tu vas arriver en Afrique du Sud et nous, on va te suivre dans
semaine à vélo en tant que livreuse pour montrer que c'est possible, qu'on peut gagner sa vie avec un vélo à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Il suffit juste de le faire, d'essayer. Je crois qu'il y a déjà des livreurs à vélo avec les différents services de livraison qui existent. Exactement. Mais montrer comment ça se passe au quotidien, les challenges, les difficultés. Les clients qui vont me baisser. Ah oui, tu vas tout faire vivre à ta communauté, à tous ceux qui te suivent. Et moi aussi, bien sûr, je vais partager tout ça aussi sur mes réseaux sociaux. Bravo. C'est vrai, il t'a pas dit merci pour ton soutien. Enfin, c'est vrai qu'il t'a dit ça en bac. Mais le fait d'être là, c'est un merci. OK. Ça suffit, ça me suffit amplement d'être là et moi aussi de pouvoir te soutenir comme je peux à mon humble niveau, t'accompagner et te montrer également que tu as une communauté derrière toi. Merci. Et que tu inspires beaucoup de personnes, dont moi également. Tu m'inspires beaucoup. J'ai été très contente de te recevoir. Pour te suivre, on tape Lago à vélo sur Facebook. Sur Facebook, Instagram, TikTok. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous tapez Lago à vélo sur Facebook, TikTok, Instagram, sur tous ces réseaux pour la suivre au quotidien, pour suivre tout ce qu'elle va accomplir. Et la prochaine étape, comme elle a dit, donc c'est la livraison à vélo à Abidjan, pour montrer un peu le quotidien des livreurs ici à Abidjan. Et puis ensuite, la prochaine étape, et je sais que tu vas y arriver, on sera là pour toi. Yes. Jusqu'à Cape Town, en Afrique du Sud, à vélo. Merci. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui t'attendent là-bas. Yes. Je leur fais un coucou. Ils m'avaient contacté sur LinkedIn, une famille et tout. Yasmine sera là, elle viendra. Inch'Allah, en 2026. Yes. Elle sera présente également. Merci. Elle va accomplir aussi ce record national pour la Côte d'Ivoire. Vraiment. J'ai été très contente de te recevoir, de pouvoir vivre ce moment aussi avec toi, de découvrir la Yasmine aussi que je ne connaissais pas, avec ma communauté, mes abonnés, toutes ces personnes qui vont tomber sur cet échange, cette vidéo. Et moi, je dirais que ce qu'il faut retenir, en fait, on n'a qu'une seule vie, en fait. Voilà. Yasmine l'a compris, on n'a qu'une seule vie. Et quand vous avez un appel, c'est vrai que vous pouvez résister, mais vu qu'on n'a qu'une seule vie, si vous n'écoutez pas cet appel et que vous n'essayez pas de voir ce que cet appel va certainement vous apporter, vous vivrez peut-être dans le regret. Et c'est dommage de vivre une vie dans le regret jusqu'à ces derniers jours parce qu'on n'aura pas essayé. Donc, il faut essayer, il faut tenter, même si ça vous sort de votre zone de confort, même si c'est inconfortable, c'est embarrassant. Il faut souvent sortir de sa zone de confort parce que vous ne pouvez pas connaître ce que vous n'avez pas essayé et vous ne pouvez pas juger les choses que vous n'avez pas essayées. Bravo à toi. Merci. Continue ainsi. Merci. Continue à te battre pour tes convictions. Yes. Et surtout, continue à inspirer toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes partout dans le monde qui te suivent. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. La prochaine fois, mon assistant Noah, qui a bientôt 4 ans, ne sera pas présent. Mais je pense que c'est ces moments comme ça que je vous crée. Voilà, de façon authentique. Et dans ce podcast, c'est naturel. C'est du vécu. On va en profondeur. Je vais en profondeur avec mes invités parce que le but, en fait, c'est de montrer que on a beaucoup de choses à partager. On a des histoires communes, on a des histoires similaires. Et souvent, on se fait des idées, on se construit des préjugés ou des fables ou des histoires sur des gens qu'on ne connaît pas. Tant que vous n'avez pas écouté leur histoire, vous ne pouvez pas les juger. Merci pour ce partage. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.